Bien, nous allons commencer notre seconde table ronde qui va voir intervenir trois intervenants. Donc, le premier, le colonel Jean-Christophe Noël du Centre d'analyse de prévision et de stratégie du Quai d'Orsay, et qui va nous proposer une réflexion sur l'emploi futur des drones armés, réflexion qu'il nourrit depuis déjà un certain temps. Je précise que le colonel Noël a dirigé le groupe de travail interministériel sur les drones armés organisé par le CAPS il y a un an environ. Ensuite, nous donnerons la parole au médecin-chef Stéphane Buffat de l'Institut de recherche biomédicale des armées, qui concentrera son intervention sur l'évolution de la place de l'opérateur dans les systèmes de drones, qui est sous cet angle-là, qui c'est vrai, un sujet qui n'est pas directement abordé souvent dans la problématique drone armée sous cet angle. Donc c'est un éclairage tout à fait intéressant. Et ensuite, Frédéric Coste interviendra sur je dirais l'ensemble des facteurs sociologiques, culturels, institutionnels qui président à la dronisation, et proposera un bilan assez général des différents facteurs et des perspectives que peuvent amener ces différents facteurs en matière de dronisation. Voilà. Mon colonel, merci beaucoup, cher Jean-Christophe. Merci, ça marche. Bien d'abord, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du futur. C'est toujours facile de parler du futur, parce que si on se trompe, on peut évoquer des tas de paramètres qui expliquent pourquoi on n'avait pas raison, soit on n'avait pas de temps, soit il nous a manqué quelque chose, etc. Moi, je vais me mouiller. Écoutez, je vais vous dire, voilà, je vais me mouiller, je vais vous faire une prédiction. Je vais vous faire une prédiction du match de ce soir. Si j'ai raison, eh ben là, vous avez un collector, et je vous conseille de vraiment écouter, de regarder la vidéo. Si j'ai tort, vous pouvez jeter vos notes. Et puis, vous pourrez skipper les 15 prochaines minutes. Alors, donc, pour le match, ça sera 3-1 ce soir pour la France, avec un but de Blaise Matuidi. Je ne vous dis pas les minutes, parce qu'après, il y aura une enquête de l'autosportif. Donc, voilà. Et puis, vous verrez, à partir de ce soir, vous pourrez en deviner l'intérêt du reste de la présentation. Sachez toutefois que je ne parle ni en mon nom, enfin si je parle en mon nom quand même, mais je ne parle pas au nom du ministère de la Défense, des Affaires étrangères, ni du loto sportif. Et donc simplement, écoutez, j'essaie en tant que personne qui s'intéresse un petit peu au drone de vous proposer quelques idées, et puis j'espère que ça suscitera un débat. L'emploi des drones futurs, c'est très large. Je vous propose simplement encore une fois de circonscrire la réflexion à 3 questions. La première, c'est savoir si est-ce que l'apparition de ces drones armés en fait, provoque une rupture dans l'art de la guerre. Est-ce qu'il y a vraiment une rupture dans l'art de la guerre, ou finalement est-ce qu'on est toujours sur la même pente, et puis simplement on peut faire des choses un petit peu plus compliquées, un petit peu plus sophistiquées, mais finalement on considère la guerre de la même manière, on la conduira de la même manière dans les années et les dizaines d'années à venir. La deuxième question qui m'intéresse, est-ce que le rapport de force entre les différents États va se modifier avec l'apparition des drones armés? En gros, est-ce que le drone armé a un pouvoir égalisateur? C'est à partir du moment où une nation qui a priori a accès à peu de moyens réussit à acquérir cette technologie, est-ce que ça lui donnait une espèce de parité avec d'autres acteurs, notamment étatiques? Enfin, la dernière, c'est de savoir, on parlait d'art de la guerre, un petit peu de rapport interétatique, est-ce que finalement la nature de la guerre va changer? On a bien vu que c'était des questions qui étaient sous-jacentes lors de la première discussion. Donc voilà. Alors il ne s'agira surtout pas, contrairement à ce que je vous ai dit au début, d'avoir une prédiction sûre et certaine, mais en tout cas d'essayer de vous donner des éléments de réflexion qui pourront être controversés, mais en tout cas qui, j'espère, feront un petit peu avancer la discussion. Donc la première question, c'est est-ce qu'on a une modification, est-ce qu'on a une rupture, plus exactement, dans l'art de la guerre, ou est-ce que finalement ça ne change qu'à la marge ce qui se passe aujourd'hui? Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, les drones reprennent les missions traditionnelles qui sont effectuées. C'est-à-dire, on n'a pas attendu les drones pour faire des missions de reconnaissance, des missions de surveillance ou des missions de bombardement. Ça a déjà été effectué par d'autres vecteurs avec plus ou moins de réussite. Alors on dit souvent, écoutez, les drones, par contre, là où ils vont apporter quelque chose d'intéressant, c'est dans ces fameuses missions Dirty, Dull and Dangerous. C'est-à-dire finalement toutes ces missions qui intéressent peu les pilotes. Pas parce qu'elles sont ennuyantes, ou parce que simplement elles nécessitent beaucoup d'investissement humain et pour un rapport qui est finalement peu élevé.
ou tout simplement qu'elles sont trop dangereuses, et vous mettez en cause l'intégrité d'un système qui coûte très cher, la formation d'un pilote pour un résultat qui est à la marge. Alors ces missions, ce sont lesquelles? C'est une mission de SEAD, évidemment, c'est-à-dire de destruction des défenses aériennes. C'est une des missions les plus difficiles, puisque vous allez essayer de détruire quelque chose qui va vous détruire en vis-à-vis. Donc effectivement, il y a une espèce... c'est quelque chose qui est assez spécial. Et si on envoie a priori un drone équipé de missiles justement pour effectuer ça, on peut se dire, bon, bah là, il y a vraiment un intérêt. Si on perd le drone, c'est pas grave. A priori, c'est moins cher qu'un avion. Il n'y a pas le pilote dedans, etc., etc. Et on peut avoir un résultat intéressant en détruisant ces défenses aériennes. Mais on voit qu'on est toujours dans quelque chose d'assez commun, finalement. On peut évoluer dans les environnements sales, quand j'appelle sales, c'est type nucléaire, biologique, etc., avec donc des contaminations. Là, c'est vrai que la machine serait plus adaptée, même s'il y a toujours le problème du retour de la machine qu'il faudra décontaminer. Mais enfin, voilà. Donc on voit intuitivement qu'il y a tout un intérêt donc, à ces drones, mais on reste finalement dans une logique militaire assez commune. Où ça devient plus intéressant, c'est si on se retient que cet aspect du problème, à mon avis, on manque quelque chose. Et si on veut finalement avoir je dirais un espèce de modèle pour expliquer ce que le drone pourrait apporter et en quoi un drone, ou en tout cas d'autres types de machines, pourraient apporter dans l'avenir, qui marque vraiment une rupture, je pense qu'il faut tout simplement revenir une vingtaine d'années en arrière et puis essayer de développer un concept qui est alors apparu aux États-Unis, celui de révolution dans les affaires militaires, tout simplement. C'est un concept qui a pas eu beaucoup de publicité en France, mais enfin qui a eu un gros débat aux États-Unis pendant une dizaine d'années, donc jusqu'à en fait l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan. Bah, qu'est-ce que ça nous dit ce concept? Il est apparu juste après la guerre du Golfe, donc de 1991, où en fait les Américains et les forces alliées ont détruit, avec semble-t-il beaucoup de facilité, ce qui était annoncé comme la 4e armée du monde. Donc, très rapidement, avec des pertes finalement assez minimes du point de vue occidental, on est parvenu donc à mettre à genoux cette armée. Là, les Américains se sont interrogés, ils se sont dit, tiens, il s'est passé quelque chose. Et l'idée, c'était de dire, bah, écoutez, finalement, toutes ces nouvelles technologies, toutes ces nouvelles technologies d'information sont en train quand même d'apporter quelque chose, un plus dans l'art de la guerre. Celui qui saura les utiliser aura un avantage certain par rapport aux autres. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir des capteurs sur le champ de bataille, de les fusionner toutes leurs données, de les ramener à un endroit pour qu'on puisse savoir exactement ce qui se passe, et d'utiliser non plus les fameuses plateformes habituelles, c'est-à-dire avions, bateaux, chars, etc., mais plutôt des plateformes finalement assez communes, mais dont la valeur ajoutée serait dans les effecteurs, c'est-à-dire dans l'armement. C'est-à-dire plutôt que de développer des avions qui coûtent très cher, des chars qui coûtent très cher, des bateaux qui coûtent très cher, je vais avoir plein de petites plateformes un peu moins chères, mais parce qu'elles auront l'information qui va bien au bon moment, bah, seront capables de tirer un armement sur la cible au bon moment, et donc de détruire l'adversaire. Alors évidemment, ça suppose une intégration de tous ces capteurs sur le champ de bataille, ça suppose une interarmisation beaucoup plus poussée qu'aujourd'hui. Mais je dirais, si je devais le résumer en un mot, c'est si je te vois, tu es mort. C'est ça les RMA. À partir du moment où je vois l'ennemi, j'ai tous les moyens pour le détruire. On est un petit peu là-dedans avec les drones malgré tout. Parce qu'à partir du moment où on voit la personne, on l'a identifiée, on est capable de la supprimer. C'est pareil pour un char, etc. Donc il me semble en tout cas que cette notion de révolution des affaires militaires est un bon cadre en tout cas pour réfléchir un petit peu à l'avenir, etc. et reprendre des éléments qui étaient donnés par les Américains à l'époque. Tout n'est pas à reprendre, certainement. Il y a beaucoup de choses critiquables, mais en tout cas c'est un bon point de départ. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement aussi d'un point de vue un peu plus conceptuel? On s'aperçoit que quand vous utilisez les drones, en fait, vous avez par rapport à ce qui s'est fait avant, notamment dans l'aéronautique, vous avez une maîtrise du temps court et du temps long qui est absolument nouvelle et exceptionnelle. Avant, la maîtrise du temps long, ça supposait des ravitailleurs et la mise en place vraiment d'un nombre d'avions très très important pour en tout cas arriver à vos fins. Aujourd'hui, avec des drones, vous pouvez justement maîtriser ce temps long. Mais en même temps, vous maîtrisez le temps court dans le même temps et sans effort supplémentaire. Vous maîtrisez le temps court. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà sur place et vous pouvez réagir éventuellement à l'apparition d'une menace. Et donc, vous avez une espèce de domestication du temps qui me fait penser qu'en fait, aujourd'hui, la notion d'occupation aérienne, occupation aérienne est quelque chose donc, de tangible et qui permet en tout cas de réfléchir autrement sur les modes d'action militaires. Alors, qu'est-ce que c'est que l'occupation aérienne? Alors, c'est certainement pas l'occupation terrestre. Les deux choses sont bien différentes. Dans l'occupation terrestre, le médiateur, c'est évidemment le soldat, c'est l'être humain. Et donc avec un être humain face à un autre être humain, vous avez des discussions possibles. Il y a une manière de réagir les uns aux autres qui sont différentes que quand vous passez une machine par rapport à un être humain. Mais néanmoins, l'occupation aérienne, à mon avis, c'est quelque chose dont le but est possible
dont le but est d'assurer que ce soit de manière effective ou de manière potentielle, une présence permanente sur une aire donnée, donc sur un espace géographique bien défini, et dont l'objet à la fin, ce sera de modifier le comportement des individus. On le voit bien quand vous avez un drone au-dessus de vous, et ben vous ne prenez pas tout à fait les mêmes libertés que vous avez d'habitude. Le fonctionnement d'entités ou d'organisations. Ça change beaucoup de choses à partir du moment où vous savez que vous pouvez avoir votre financier ou votre responsable qui peut être abattu. Et tout ça dans un but pour influencer les entreprises, donc des cibles potentielles favorables à celui qui occupe. Donc aujourd'hui, je dirais cette occupation aérienne, on le voit à travers la mise en place donc, de drones au-dessus de ces fameuses aires géographiques. Je pense que peut-être dans l'avenir, donc j'évoquais dans la définition quelque chose d'effectif ou quelque chose de potentiel, on pourra arriver à une occupation aérienne qui serait plus potentielle. Et peut-être à l'aide d'une caractéristique des futurs systèmes de drones qui serait leur furtivité. Parce qu'aujourd'hui, globalement, bon, un drone, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est très repérable, mais en tout cas, bon, ça fait le bruit d'une tondeuse à gazon, etc. Philippe faisait allusion tout à l'heure au drone israélien. Bon, bah, voilà, les gens de Gaza savent qu'en permanence, il y a 2 ou 4 drones au-dessus de leur territoire, etc. Donc la présence est assez discrète, mais je dirais qu'elle n'est pas complètement furtive. Et surtout, on peut la repérer. Peut-être que dans l'avenir, justement, ce sera la furtivité qui sera une des caractéristiques essentielles de ces drones. Et l'idée, dans ce cas, ça serait intéressant, ce ne serait pas d'être là en permanence. Ce serait de faire peser une menace potentielle sur l'adversaire. Et on pourrait agir quand on le souhaite, quand on estime que c'est nécessaire. On pourrait pénétrer évidemment les défenses adverses, puisqu'elles ne vous repèrent pas, et survoler le territoire ennemi pour frapper sans être détecté. C'est assez intéressant parce qu'en fait, ça fait beaucoup penser, ça serait une espèce de mode d'action, tout simplement aux attaques informatiques d'aujourd'hui. Les attaques informatiques d'aujourd'hui sont déclenchées de très loin, on a du mal à les reconnaître, on voit simplement leur effet. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une espèce de volonté de chacun des acteurs de se retenir. Le drone, et en fait on a souvent des destructions, enfin on a un seuil qui, si vous voulez, qui n'engage pas, jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas entraîné la mort de différentes personnes suite à une attaque informatique. Au pire, vous aurez votre carte bleue qui ne fonctionne plus, mais en tout cas vous n'allez pas avoir votre maison qui va s'effondrer sur vous, ou l'eau ne va pas être empoisonnée, etc., etc. Avec les drones furtifs, on sera dans autre chose, on aura la possibilité d'avoir une destruction physique à partir donc à partir simplement de modes d'action qui seraient beaucoup plus discrets et beaucoup plus furtifs. Alors, il y aura les possibilités évidemment de coercition, de persuasion, et on peut même imaginer une espèce de dissuasion aménagée. Alors, je sais que le mot dissuasion en France est très connoté, puisque ça renvoie de manière très étroite à la capacité de 2 adversaires de se détruire mutuellement. Simplement, voilà, je ne pense donc pas à cette dissuasion, mais une autre dissuasion en tout cas, en sachant que si un chef d'État a la menace sur lui d'être attaqué par des drones, ça peut éventuellement amener à réfléchir et à penser autrement certains comportements. Donc oui, je pense que les drones vont amener une rupture dans l'art de la guerre. Deuxième question, c'était le rapport de force entre les différents États, les rapports interétatiques, est-ce qu'ils vont être transformés ou pas dans l'avenir? Alors pour répondre à cette question, je vais peut-être faire un petit détour, et il me semble d'abord nécessaire de réfléchir à quel type de drone pourrait être employé dans l'avenir. Alors c'est pas évident. Là j'ai fait un peu allusion à tout ce qui était furtif, mais c'est une possibilité. Mais finalement, quand on réfléchit, c'est peu évident. J'ai envie de suivre un petit peu Peter Singer. Peter Singer, donc, qui est un chercheur américain qui travaille à la Brookings, mais qui va changer d'institution. Donc il est quelqu'un de très au fait de toute cette modernité. Et Peter Singer, lui, ce qu'il nous dit, il nous dit, pour lui, si vous voulez, tout ce qui s'est passé là, ces 10 dernières années, c'est un petit peu comparable, si on revient un siècle avant, à la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, tous les gens qui réfléchissent à l'usage des drones sont un peu dans la même situation que les gens qui réfléchissaient à l'usage de l'aviation en 1920. Et ce qu'ils doivent inventer, tout simplement, c'est la Blitzkrieg de 1940. Donc il va falloir repenser un petit peu les drones qu'on veut, mais surtout les mettre en connexion avec un concept qu'on souhaiterait utiliser. Pour ce faire, il y a une des bonnes idées, alors c'est évidemment l'américaine, c'est, écoutez, il faut laisser fleurir un petit peu le marché, il faut laisser se développer les différents producteurs, les différents constructeurs. Chacun va avoir une idée, chacun va produire un type de drone différent, et à la fin, on verra quel est le meilleur, quel est celui qui correspond le mieux à nos besoins. C'est à l'américaine, c'est avec d'autres moyens, etc. Mais en tout cas, on voit bien cette idée, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, il y a quelque chose qui est en train de bouillonner, on ne sait pas tout à fait comment ça va, mais il va falloir mettre en relation plusieurs personnes qui appartiennent à un milieu différent. En fait, ce qu'ils cherchent à encourager, tout simplement, c'est l'innovation. Et ça prouve bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas,
je veux dire, cette autoroute qui désignerait le futur et qui expliquerait comment seraient les futurs drones armés. Alors, c'est d'autant plus dur qu'effectivement, peut-être que la forme du drone armé dépendra de l'association de plusieurs technologies, finalement. On se doute bien que s'il y a des ruptures dans certaines technologies plutôt que dans d'autres et qu'on arrive à les assembler, ces différentes formes de drones seront particulières. On peut se dire aussi qu'il y aura le facteur financier qui sera très important. Peter Singer donc, encourage effectivement un développement industriel, mais s'il n'y a pas d'argent, ça va être dur de développer tout ça. La conflictualité va être très importante, évidemment. Tu faisais allusion au rebalancing tout à l'heure. On se doute que s'il y a une guerre froide entre la Chine et les États-Unis, ça ne va pas être la même chose en termes de penser les interventions militaires futures que si ce qui est dominant, ça sera l'intervention des États-Unis au Moyen-Orient face à des acteurs non étatiques. Donc tout ça va évidemment rentrer en compte. Et il ne s'agit pas de dire, enfin de prétendre aujourd'hui savoir quels seront les aspects futurs des drones. Néanmoins, encore une fois, je pense que ce débat sur l'aspect futur des drones peut être structuré à travers une question, c'est qualité contre quantité. Alors quand je parle de qualité, qu'est-ce que ça veut dire ? Finalement, qualité, un des drones armés qui répondra à ce critère de qualité, ça sera des drones armés en fait, qui seraient développés à partir des dernières technologies, qui seraient capables de missions très exigeantes. En fait, si vous voulez, dans la généalogie, ce seraient les successeurs des avions de chasse. On peut d'ailleurs se demander, est-ce qu'ils remplaceront les avions de chasse un jour ? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une division du travail qui fonctionne. On s'aperçoit que les avions de chasse et les pilotes de chasse accomplissent des missions qui sont simplement impossibles à accomplir pour les drones, ne serait-ce que la défense aérienne. Et je rappellerai simplement qu'aujourd'hui, le prédateur dans le ciel, c'est l'avion de chasse, c'est pas le drone. Alors tout ça, un jour peut-être. Alors ce qui serait bien, c'est qu'ils travaillent ensemble. D'ailleurs, je pense que ça réfléchit à ça. C'est peut-être le jour où le drone sera le prédateur dans le ciel qu'effectivement l'avion de chasse pourra en tout cas, son déclin sera amorcé. Mais en attendant, je pense qu'il y a en tout cas de la place pour les deux et qu'il y a vraiment des missions qui sont très complémentaires qui peuvent être effectuées. Pour revenir donc à ce débat de la qualité, je dirais que si on devait un peu le résumer, ça serait plus haut, plus vite, plus loin. Donc ça serait des drones qui iraient plus haut, il n'y a pas de limite, ça peut être l'espace, avec donc des armements qui seraient adaptés, des lasers ou des choses comme ça. Ça peut être plus vite, c'est-à-dire des drones en fait, qui vont dans des hyper vitesses, etc. Donc pour agir encore, vous n'avez plus besoin forcément d'une occupation permanente au-dessus d'un champ de bataille. Vous pouvez très bien agir depuis chez vous, envoyer des drones à des vitesses très élevées pour tirer et revenir. Donc encore une fois, c'est quelque chose de nouveau. Et plus loin, s'il a le rayon d'action qui va avec, ça peut être alors là à l'inverse avec des vitesses qui sont beaucoup plus faibles, ajouter la furtivité, donc qui permettent en tout cas de passer, d'arriver jusqu'au théâtre pour accomplir ce qu'il a à accomplir. Enfin voilà, c'est un petit peu dans cette idée-là. Alors le problème évidemment du drone de qualité, je dirais, c'est que c'est très exigeant et que ça coûte très cher et que ça ne sera pas ouvert à toutes les nations. En fait, pour le faire, il faut vous appuyer sur une industrie aéronautique très performante, sur des investissements conséquents. Il faut avoir des ambitions stratégiques. Ça ne sert à rien de développer un drone capable d'aller tirer de l'autre côté du monde si a priori vous n'avez aucun intérêt stratégique de l'autre côté. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien imaginer que les pays qui développent ce type de drone vont aussi développer les défenses qui vont avec, parce qu'ils chercheront à s'en prémunir. On faisait allusion tout à l'heure au drone du Hezbollah qui avait été abattu. Effectivement, les Israéliens ont été les premiers à développer finalement des mesures contre les drones. C'est venu comment ? En fait, les Israéliens ont regardé Al Jazeera, puis là ils se sont aperçus qu'il y avait des images aériennes de leur pays. Et ils se sont étonnés, et ils se sont dit tiens, c'est étonnant. Donc ils ont regardé, ils ont ressorti les bandes radar, et là ils se sont aperçus effectivement qu'il y avait des mini-échos qui passaient. Donc c'était les drones du Hezbollah qui venaient de passer. Les drones du Hezbollah, ils sont pas revenus 10 fois. Donc vous avez, je crois, sur YouTube, je ne sais pas s'il y a encore, à une époque, vous aviez donc l'interception par un F-16 israélien. Vous avez un missile qui fait le tour d'un arbre, et puis bref, qui vire dans un rayon minuscule, et qui vient abattre le drone du Hezbollah, qui a eu l'audace d'aller jusque-là. Donc voilà, simplement, quand on parle des drones, on a l'impression que c'est une arme absolue. Non, il est possible de s'en prémunir. Et quand on parle toujours des Israéliens, en ce moment, ils sont en train de développer donc, des architectures de défense qui s'appellent Iron Dome, qui sont multi-menaces. Et voilà, il y a toute une réflexion qui est associée avec. On voit bien que le développement dans certains pays des capacités des drones, ça est aussi associé aux réflexions sur la manière de s'en protéger.
Et donc, du coup, on pourra très bien avoir dans l'avenir, si on réfléchit un peu à cette émergence d'un drone de qualité, une espèce de géopolitique du drone. Voilà. Certains pays en auraient des très performants et d'autres pas du tout. Alors, l'autre modèle, évidemment, c'est celui de la quantité. Et là, l'idée, c'est, écoutez, ces drones très chers, très compliqués, qui mettent une quinzaine d'années à se développer, c'est un peu difficile. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va faire des drones jetables. C'est beaucoup mieux, c'est facile. Un drone jetable, ça coûte pas cher, vous l'utilisez, ça permet d'accomplir une tâche, et puis quand vous n'en avez plus besoin, soit il est détruit, mais c'est pas grave, il est pas cher, soit vous l'avez toujours, vous le réutilisez, et puis voilà. Puis surtout, vous pouvez en avoir beaucoup. Et là, vous réfléchissez autrement. C'est-à-dire, vous avez toutes ces notions de swarming, dont vous avez dû entendre parler. Le swarming, c'est comme un essaim d'abeilles. C'est-à-dire, vous envoyez plein de drones à un endroit pour faire une mission particulière. À la limite, peu importe quel est le comportement d'un drone, ce qui vous intéresse, c'est le comportement de l'ensemble des drones. Et s'ils doivent aller détruire quelque chose, s'ils doivent aller voir quelque chose, et vous en envoyez plusieurs, suivant des trajectoires peut-être aléatoires, mais en tout cas qu'un espèce de réseau est capable de maîtriser ou de contrôler, et vous saturez les défenses de l'ennemi. Et ça, c'est intéressant. C'est pas grave s'il en abat 4-5, parce qu'il vous en restera 5 autres pour faire la mission. C'est pas grave s'il y en a encore une fois, vous en perdez la moitié, puisque ça coûtera pas cher, vous serez capable d'en remettre d'autres. Alors, tout ça, ça implique évidemment des réflexions dans tout ce qui est signaux, dans tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Ça implique aussi des problèmes, c'est-à-dire qu'il faut être capable de les contrôler à distance. Alors, puis ça implique aussi des tas de réflexions en termes d'emport d'armes. C'est mieux d'avoir des armes qui soient miniaturisées. Vous ne pouvez pas emmener une bombe de 250 kg sous un petit drone qui serait jetable. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas imaginer encore, à moins d'avoir une bande de fréquence que vous maîtrisez complètement, être capable donc de maîtriser tous ces drones. Simplement, ça sera peut-être une portée d'1, 2 ou 3 km. Mais en tout cas, ça peut devenir une arme. L'idée à laquelle ça renvoie, si vous voulez, cette espèce de drone jetable, c'est qu'en fait, il y aura une démocratisation du drone. Et le drone sera de plus en plus... chaque individu, à la limite, pourra avoir son drone. Et alors, d'un point de vue militaire, c'est intéressant, parce que là, on parlait tout à l'heure de drones au niveau de la brigade, etc. Mais pourquoi pas imaginer que simplement chaque militaire, enfin en tout cas chaque unité élémentaire, dispose d'un drone qui soit capable d'être armé. Je pense aux forces spéciales. Les forces spéciales sont souvent en mal d'appui-feu. Pourquoi pas lui associer un drone? Alors soit ça sera un drone qu'elle peut construire dans son sac à dos, simplement un drone qui les suit pratiquement, qui ne consomme rien à travers de l'énergie solaire, etc. Mais en tout cas qui dispose d'armement et auquel il pourra avoir besoin, qu'il pourra utiliser en cas de besoin, en cas d'appui-feu rapide. Tout ça, évidemment, renvoie aussi à des questions d'interopérabilité. Et puis surtout, donc, c'est la grande question qui était un petit peu évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire si a priori chaque militaire peut disposer d'un drone, en tout cas chaque unité élémentaire peut disposer d'un drone, qu'est-ce qu'il en serait des civils? A priori, tous les civils vont pouvoir disposer de ces drones, et forcément, puisque l'homme est mauvais, il pourra faire des choses qui ne seront pas forcément de bonne aloi, nous dirons. Alors vous avez des exemples aujourd'hui, vous savez, dans la dernière période électorale, il y a eu un drone qui s'approchait de la chancelière Merkel, donc dans un bâtiment comme ça, un drone qui s'approchait d'elle. Si ces utilisateurs étaient plus mal intentionnés, je ne sais pas ce qui serait passé. En tout cas, un gros cocard déjà sur le front. Vous lisez peut-être les news comme moi, il y a eu un événement assez comique la semaine dernière dans une prison de Dublin, puisqu'il y a un drone qui a apporté de la drogue à certains détenus. Donc le drone est arrivé, et il est arrivé avec son cargaison de drone, mais alors vous voyez, simplement, ça ne se passe pas comme toujours comme dans les romans de science-fiction. Le drone s'est accroché à un filin, il a commencé à tomber. Là, les détenus qui étaient au courant, ou certains n'étaient pas au courant, ont commencé à tous se ruer sur la drogue. Donc ça commençait un petit peu à se disputer. Il y a quelqu'un qui a voulu relancer le drone, mais il n'avait pas compris qu'il y avait des hélices sur le drone, donc il s'est coupé avec. Et le drone, finalement, est retombé. Donc vous apercevez qu'avec une utilisation qui était mal intentionnée au départ, dont vous pouviez imaginer que vous ne pouviez pas remonter à la source, vous vous retrouvez finalement avec un drone au sol, avec donc, en tout cas des données qui pourront être exploitées, qui pourront peut-être permettre de retrouver qui était l'auteur de cette utilisation, on va dire, qui n'est pas prévue par le droit, je suppose, de l'Irlande. Et donc voilà, encore une fois, on peut imaginer qu'il y ait cette diffusion, que chacun puisse s'en emparer, mais l'utilisation ne va pas de soi. Et puis enfin, la dernière utilisation de ces drones, ce sera les drones miniaturisés. C'est-à-dire, vous avez un drone qui ressemble à une mouche, vous croyez que c'est une mouche, mais ce n'est pas une mouche, en fait, c'est quelque chose avec de l'explosif qui vient vous taper et que vous pouvez imaginer plus tard, effectivement, abattre quelqu'un. Bon, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Moi, je dirais que la tendance, si je devais encore 20 minutes la tendance, elle est... si je devais donner une image aujourd'hui, je dirais que c'est un peu comme l'apparition de la poudre.
L'apparition de la poudre, elle a donné lieu à au développement de multiples utilisations militaires. Et je dirais qu'il y a des applications qui ont été réservées aux institutions qui avaient des larges moyens financiers. C'est l'artillerie. Voilà, l'artillerie a permis de mettre à bas les forteresses, etc., de consolider le rôle de l'État, notamment en détruisant tout ce qui était, enfin toutes les différentes, tout ce qui faisait finalement les sources de financement des seigneurs, etc. Donc en permettant d'unifier tout ça. Et puis d'un autre côté, la poudre, ça permet aussi de développer les armes à feu individuelles et telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et puis a priori, il y a des pays comme les États-Unis où chacun peut avoir donc une arme à feu individuelle. Voilà. Donc on est un petit peu dans cette espèce de grand écart. Je pense que les drones, ça sera un petit peu pareil, avec vraiment un segment très spécialisé et qui sera réservé à l'État, puis d'autres choses qui seront réservées donc à des citoyens, avec des utilisations finalement qui sera moindre, mais évidemment si on va avoir si on a des mauvaises intentions, ce sera quelque chose qui pourra être utilisé à cet effet. Mais donc voilà un petit peu comment je devais le définir dans les années à venir. J'avais une troisième question, il faudrait que j'aille, c'était est-ce que la nature de la guerre va changer? Je dirais non, voilà. Et, puis si vous voulez me poser des questions, vous me le direz. En conclusion, pour tenir les 20 minutes, moi j'ai envie de dire, encore une fois, si on veut aller à plus long terme, faut vraiment être modeste, c'est réfléchir un petit peu. Et puis c'est vrai que les auteurs de science-fiction ont tendance un petit peu à nous stimuler, à donner des choses intéressantes. Mais moi, il me semble quand même que les drones et finalement, tout ce qui est robotisation, toutes ces nouvelles technologies amènent quelque chose de nouveau. Si vous voulez, il y a, alors c'est évoqué déjà par d'autres, etc. Mais je crois quand même que si on devait définir, on peut quand même ressortir d'un point de vue méta trois moments dans l'histoire de la guerre, on va dire. Il y a quand même le moment des armes blanches, il y a le moment des flèches, etc., où finalement on se bat les uns contre les autres, mais à une distance raisonnable. On peut se voir à la limite, on peut voir les yeux de l'autre. Alors avec des flèches, etc., je ne dis pas que vous voyez la couleur des yeux, mais enfin vous pouvez deviner le visage, etc. Donc vous avez tout ce moment qui court, on va dire, jusqu'à la Renaissance. Vous avez un deuxième moment donc, qui débute à la Renaissance, et là évidemment c'est l'apparition des armes à feu. Et c'est un petit peu le développement auquel on arrive jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez aller au château d'Amboise, donc où Léonard de Vinci finit sa vie. Et donc il y a un musée qui met en valeur toutes ces découvertes. Ce qui pense au XVIe siècle, voilà, on est dans le développement. Il a peut-être fallu 4-5 siècles pour le développer, mais aujourd'hui finalement c'est quelque chose... voilà, c'est quelque chose qui est déjà conçu il y a 4-5 siècles. Que ce soit des chars, que ce soit les hélicoptères, etc. On est dans un espèce de même trempe d'un point de vue intellectuel et technologique. Encore une fois, il n'est pas capable de faire ça, mais il l'imagine. Il l'imagine. Par contre, ce qu'il n'imagine pas, c'est les drones. C'est déjà pas mal ce qu'il imagine, entre nous. Mais ça, il n'imagine pas les drones. Et il n'imagine pas ces robots. Il peut imaginer un automate, il peut imaginer des choses comme ça, mais il n'imagine pas un robot. Et là, on peut se demander si on n'est pas en train de basculer dans un nouvel âge, dans lequel il va falloir définir beaucoup de choses. Et juste un exemple, peut-être d'ailleurs que le médecin pourra me contredire, mais aujourd'hui, il semblerait qu'on est capable d'installer certains capteurs donc, dans le cerveau de personnes qui sont aveugles, de les relier au bon nœud qui va bien dans le cerveau et qui permettent de retrouver une certaine vision. Moi, si je mets une puce là-dessus, je peux communiquer avec d'autres. Donc à partir de mon cerveau, je peux communiquer avec d'autres cerveaux. Je peux communiquer entre cerveaux, je peux aussi communiquer avec des machines. Et là, vous voyez bien qu'on dépasse largement simplement tout ce que j'ai dit pendant 20 minutes et qu'on est en train de basculer dans une autre dimension qui projette vraiment de nouvelles questions et qu'il faudra, qui ne pourront pas être résolues encore même dans les 20 prochaines minutes, en tout cas qui mériteraient d'être, qui voient un futur passionnant, mais en tout cas qui nécessite qu'on y réfléchisse de manière vraiment approfondie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Christophe. Juste 2 points pour mettre en exergue le fait qu'on parle ici d'horizons de très long terme, notamment quand on parle de swarming, de drones opérant en coopération. Quand vous regardez la dernière roadmap sur les unmanned systems du Pentagone, il programme la mise au point d'un système de voir et éviter, de sense and avoid, aérien, pour la prochaine décennie. Système de capacité initiale. Donc c'est pas avant 10 ans la capacité initiale qui permettra à un drone, basiquement, d'éviter de manœuvrer pour rentrer dans un autre aéronef.
On voyait que, sachant qu'il y a de multiples gradations dans ce type de je sais pas, je serais choix de m'apporter la contradiction. C'était ce que disait ce qu'écrivait la dernière roadmap là, comment dire, du Pentagone en la matière. Et puis sachant que, comment dire, il y a également la logique qu'on n'a pas abordée de l'optionnellement pilotable en matière. Docteur Buffa, je vous en prie. Oui, merci. Alors, je voulais d'abord effectivement remercier les personnels de la FRS qui m'ont invité pour faire cette présentation. Alors, comme vous l'avez remarqué, je suis en tenue. Ce n'est pas parce que je délivre un message de mon institution, mais c'est quand même, je représente ce qui est travaillé et un certain nombre de courants de réflexion. Alors, je vais passer en grand écran. Donc, il m'a été demandé de parler de l'évolution de la place de l'opérateur dans les systèmes de drones, avec ce contexte de drone armé. Alors, l'image classique du drone, celle que tout le monde a en tête, bien évidemment, c'est celle qui est en haut à droite. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui est en bas, c'est-à-dire les opérateurs, évidemment, les mécanos, qu'on oublie beaucoup, et puis également les donneurs d'ordre, qu'on ne va certainement pas oublier dans les aspects systémiques. Alors, évidemment, je ne peux pas échapper à vous proposer quelques définitions. Je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus, mais c'est pour mettre au point ce sur quoi on peut discuter, parce que, comme d'autres mots dont on a parlé ce matin auparavant, ceux-ci sont souvent galvaudés. Donc, le facteur humain, c'est la contribution humaine dans un événement. Alors, on voit ça souvent sous l'angle de l'événement aérien, c'est-à-dire l'accident aérien, en fait. Les facteurs humains, c'est l'étude de toutes les capacités humaines et leur intégration dans une activité humaine. Et l'opérateur est un humain qui a une activité humaine. J'y reviendrai. Le cognitif, c'est ce qui qualifie les aspects propres à la connaissance de l'humain, qui est engagé dans cette activité. Et la cognition, c'est toutes les fonctions qu'on a pu décrire, la perception, la mémoire. Et en fait, je vais commencer un petit peu par là. Toutefois, comme on parle de drones armés ce matin, j'ai retenu 3 points de ce qui s'est dit avant. On va éviter de faire des erreurs de détection, de connaissance, d'identification, puisqu'on va délivrer un armement. Et ça peut poser des problèmes, au moins au regard de la loi, si ce n'est au regard de sa morale, si on ne fait pas ce qu'il faut. Du coup, une fois qu'on a bien détecté et qu'on veut tirer un armement, il va falloir être assez précis pour viser et pour guider. Et puis, on va vouloir contrôler les faits. C'est-à-dire, on va bien regarder ce qui s'est fait, on va vouloir mesurer éventuellement ce qui s'est passé. Alors, au regard de ces 3 questions assez simples, quand on connaît un petit peu le fonctionnement de l'homme, on peut se dire, mais finalement, pourquoi il y a encore des opérateurs? C'est un petit peu la question. Alors, d'un côté, vous avez le pour et de l'autre côté, vous avez le contre. Le contrôle de la décision, on a déjà un petit peu parlé. La reconnaissance de forme, parce que l'être humain est encore bien supérieur au système de computer vision, en tout cas pour le moment. L'histoire, on en a parlé un petit peu aussi ce matin tôt. La versatilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir changer de mission en cours de route, ce qui n'est pas forcément le cas des systèmes plus autonomes. Et la responsabilité, ça a été largement débattu auparavant. Et contre, alors la perception, parce qu'on a beau bien comprendre les formes qu'on voit, on a quand même des yeux et des oreilles qui ont une portée limitée. On a une mémoire qui est connue pour être limitée également. Il y a un certain nombre de biais décisionnels, donc on n'a pas parlé, mais j'essaierai de prendre un petit moment pour en discuter. Et puis des facteurs également qu'on tend à oublier quand on garde juste en tête la partie métallique ou composite du drone, c'est tout ce qui est l'émotion, le stress, la fatigue. Et puis également un autre point qui est la latence, et c'est un petit peu ce dernier point qui va illustrer mon propos en fil rouge. Alors, on pourrait se poser la question, mais ça prendrait sans doute des heures ou des mois à discuter comment fonctionne un être humain, un opérateur qui va conduire un drone. Alors, pour être très très schématique, vous avez un problème à résoudre, c'est les images qui sont en haut. Notre cerveau est quelque chose qui est développé pour résoudre des problèmes, donc il a des heuristiques très adaptées pour résoudre un certain nombre de problèmes dans les cadres habituels dans lesquels ils sont posés, et il va agir avec son environnement par l'intermédiaire d'interfaces, et j'y reviendrai également. Ces interfaces peuvent être la parole, peuvent être des interfaces qui utilisent les mouvements des yeux ou le toucher. Alors je reviens sur mon idée de temps parce que c'est relativement intéressant, notamment dans le cas des opérations de drone, parce que c'est assez pertinent. Quand on prend l'information, encore une fois, il y a souvent des images qui restent dans l'imaginaire habituel, c'est l'œil. Et étant médecin, quand je dis sur quoi je travaille à des collègues ou à des non-initiés, ils vont me dire « Ah, tu travailles en ophtalmologie ». Et je leur dis « Moi, l'ophtalmologie travaille
jusqu'à l'œil, et moi je m'occupe du cerveau qui est après. Donc vous avez une illustration que je ne vais pas détailler complètement de certains modèles relativement anciens malgré tout, mais bien opératifs du fonctionnement du cerveau. Au-delà d'œil, il y a tout un tas de traitements qui se mettent en place, et ces traitements vont permettre d'intégrer qu'est-ce que je suis en train de regarder, ce que je suis en train de faire avec, et où est cette chose-là dans l'espace. Alors pourquoi je vous parle de ça? On a un certain nombre d'études dans la littérature et d'autres que nous avons menées aussi. C'est juste pour vous montrer que cette affaire-là n'est pas immédiate malgré notre perception subjective. Vous avez une expérience en imagerie cérébrale qui utilise la magnétoencéphalographie, qui est une grosse machine qui permet de mesurer les processus intracérébraux avec une très grande précision temporelle. Et vous avez sur la droite de votre écran donc, la localisation des processus qui se déroulent, ça c'est pas très important, mais surtout le tempo à laquelle ça se passe dans le cerveau d'un sujet. Donc on lui présente des cibles, il a un certain nombre de tâches à faire sur ces cibles. Vous avez très très précocement dans les aires visuelles primaires, mais précocement c'est déjà 90 millisecondes après la présentation du stimulus, une activité qui commence. Ici, sur ce qu'on appelle le complexe occipital latéral inférieur, vous avez une zone qui est censée traiter l'identité des objets. On est déjà 200 millisecondes après la présentation de la cible. Et cette petite chose-là, c'est une accumulation qui se fait dans une aire qui s'appelle le sulcus intrapariétal. C'est une aire qui est impliquée dans la décision. Donc on a comme un effet de capaciteur, et au bout d'un moment, on décharge, on est content. À 270 millisecondes à peu près, le cerveau de notre participant à l'expérimentation savait quelle était l'identité de la cible, mais il n'avait pas encore répondu. Toujours pour vous dire qu'il y a un temps de traitement intrinsèque lié aux activités cérébrales de l'opérateur. Dans le même ordre d'idée, si je vous présente deux objets en apparence en même temps dans le monde physique, vous n'allez pas forcément détecter qu'ils ne sont plus présentés en même temps si je décale physiquement leur apparition. Et c'est ce qu'on a fait dans cette expérimentation, où on présentait deux points tout simplement. Il devait changer d'identité, passer du noir au blanc et du blanc au noir. Et si je décale, si je déphase les changements du noir au blanc, eh bien, il y a un certain laps de temps pendant lequel la perception intègre ces changements-là comme étant finalement toujours synchrones. Donc c'est ce qu'on appelle une illusion de simultanéité. Et vous avez une courbe assez classique qui montre la fenêtre de cette illusion de simultanéité pour des tâches visuelles très très basiques. Donc on est de l'ordre de 40 à 70 millisecondes, et quand on a des tâches qui sont audiovisuelles, on passe jusqu'à 350 millisecondes. Alors ça peut paraître très petit pour vous, mais c'est déjà un décalage assez important, et vous allez voir par la suite. Alors tous ces temps, je ne vais pas passer des heures à vous expliquer tout ça, vous trouvez ça dans la littérature. Tous les intervalles de temps pertinents pour l'activité humaine vont effectivement de la milliseconde à bien au-delà, et je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est tout à fait passionnant. Donc il y a plusieurs dimensions temporelles pour l'être humain. Ces informations, pour qu'elles soient traitées, doivent être affichées dans un temps suffisant pour être perçues, à condition évidemment qu'on y fasse attention. Ça, c'est un autre débat. Les fenêtres temporelles, j'en ai déjà parlé, et il y a également le temps subjectif qui est variable en fonction de la charge de travail de ce que vous êtes en train de faire. Alors, le temps pour percevoir quelque chose est très bien, mais on a besoin d'agir. L'opérateur de drone va devoir agir sur son drone, il ne peut pas rester simplement passif. Traditionnellement, on utilise des dispositifs expérimentaux de ce type-là, où on cache la main de l'opérateur, on lui montre une cible, il doit l'attraper, et on lui montre sa main avec un certain délai. Alors, comme c'est un petit peu long de vous présenter des expérimentations, j'ai prévu un tout petit film qui devrait détendre un petit peu l'atmosphère et qui est, à mon avis, parfait juste avant l'heure du repas. Donc ici, on va passer à 24 secondes. C'est une publicité, en fait, d'un opérateur suédois pour le câble. L'idée, c'est d'utiliser un nouveau casque de réalité virtuelle qui est disponible dans le civil, qui est un Oculus Rift, et on va inclure un petit retard temporel. Donc là, il est assez léger, c'est de l'ordre des 300 millisecondes dont je vous parle. Et après quelques secondes, vous voyez tout de suite que ça va pouvoir poser problème parce qu'on ne voit la main que maintenant. Or, 300 millisecondes, c'est ce qu'on a quand on est en VHF, 2 et 3 secondes, c'est ce qu'on a quand on est en satellitaire. Juste pour faire un pont avec ce qui s'est dit en bas sur les contrôles. Alors, je passe à mes 1.24 pour que vous voyez bien que quand on regarde le monde en retard, encore plus que ce qu'on a l'habitude de le regarder, eh bien, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et voir, on ne fait pas d'omelette du tout. On va y arriver. Voilà. Donc tout ceci pour vous dire que dans le cas idéal, un opérateur humain ne doit pas percevoir un décalage temporel entre son action et le monde virtuel, sinon il va y avoir un petit problème d'intégration de sa dimension.
Malheureusement, réduire totalement la latence dans le cadre d'une opération de drone avec un opérateur, c'est de l'ordre du physiquement impossible pour le moment. Mais peut-être que des personnes plus élaborées dans le traitement du signal pourraient me contredire, en tout cas dans le futur. Que dès qu'on dépasse les 200 à 300 millisecondes, on a énormément de problèmes pour faire quelque chose de cohérent et de précis. Et que les conséquences sont une adaptation en ralentissant le processus de décision et d'action. Ce ralentissement peut aller jusqu'à une adaptation des opérateurs. Et là, ce qui nous intéresse, nous, en tant que médecins des services de santé des armées, c'est que cette adaptation n'ait pas des effets délétères quand les opérateurs retournent à leur vie civile, que ce soit après le service ou que ce soit uniquement après leur tour de permanence. Alors, je ne vais pas détailler tous ces modèles qui pourraient vous faire peur, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a des modèles très très complets des opérations drone et des opérateurs. Ce qui nous intéresse plus, c'est que dans ce modèle-là, qui est le modèle de fonctionnement d'un système Predator, il y a un pilote qui pilote et qui s'occupe uniquement de la partie navigation de l'appareil, et puis quelqu'un qui contrôle les caméras. Donc il y a un équipage déjà, et chacun agit de façon normalement conjointe, mais sur des modules différents du drone. Et tout ce que je vous ai dit sur les problèmes de perception à action ont été montrés comme étant les cibles particulières des problèmes que peuvent avoir les opérateurs, soit dans le contrôle et le guidage terminal de l'appareil, soit dans le contrôle et le guidage terminal d'un éventuel armement. Alors ces effets sont évidemment évalués en fonction du type d'action que l'on va mener, puisqu'il faut toujours revenir à un cadre d'utilisation complet si on veut être large. Et il y a quelques différences en général qu'on trouve dans les études qui sont menées plus en laboratoire et les approches de terrain, mais toutefois on peut quand même les ramener à des choses comparables en fonction des stratégies qui sont développées par les opérateurs, j'y reviendrai un petit peu après, et le niveau et le nombre des actions requises. C'est-à-dire que plus on est dans le stratégique, moins on est inquiété par le retard, plus on est dans le tactique ou dans le fin, plus on est gêné par un retard de présentation. Alors je vous parlais du systémique et du stratégique, je vous présente ce graphe que je vais vous expliquer, qui est un graphe qui là est au niveau beaucoup plus élevé que simplement l'opérateur. Vous prenez quand même votre opérateur de drone qui travaille au sein d'un système plus complexe que simplement son bureau et son collègue. Et il est sujet à un certain nombre de pressions, ce sont les 3 petites flèches que je vous ai mis. La demande du marché, c'est entre guillemets, hein, c'est la demande des opérations par exemple. La technologie qui évolue effectivement, et puis ses intérêts personnels, parce que c'est quand même un être humain. Et typiquement, il va travailler, et tout le monde le sait, dans le cadre de son cadre d'emploi attendu, en tout cas c'est normal, avec des normes, avec des règles, avec des lois, et avec des règles d'engagement opérationnel. Alors ça, c'est la théorie en pratique. Ce qui se passe, c'est que, en fait, sous ces pressions, ces 3 flèches, on va évoluer vers ce qu'on appelle un espace usuel d'action, que les Américains appellent le normal illégal. On va déjà pointer des petits soucis par rapport à ce qui a été dit précédemment. Et dans le jargon militaire bien français, on appelle ça la vraie vie. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui marche et qui doit marcher en espérant, alors moi je ne vais pas me placer sur le côté du jugement, hein, mais plutôt sur le côté d'éviter ou de prévenir un accident qui soit sur le vecteur, qui soit un accident de la santé de l'opérateur. On voit bien qu'on franchit petit à petit des barrières qu'on estime en général sûres parce qu'on les a écrites et qu'il y a la note de service qui va bien, mais en pratique, pour que le système fonctionne, on va aller un petit peu au-delà. Alors, tout ceci, évidemment, en prenant en compte, comme je vous l'ai dit, qu'on a des êtres humains. Donc, ces êtres humains, ils sont déployés en Afghanistan, en Somalie, il fait chaud, il y a du bruit. Pour un effet de comparaison très très rapide et très succinct, puisque je dispose de peu de temps, être en dette de sommeil, c'est comme avoir trop bu. Donc vous avez peut-être expérimenté une prise d'alcool un petit peu importante, donc ça pose des soucis. On a beaucoup de connaissances sur le sommeil, le manque de sommeil, la régulation depuis des années. Il y a beaucoup de réglementations qui commencent à venir, il y a même des instructions ministérielles d'emploi de tout un tas de choses. En pratique, ça reste encore difficile d'emploi vraiment au niveau des opérateurs. Et ce que je vous dis est tout à fait public, on le trouve dans des articles de grands journaux ou dans des blogs accessibles. Évidemment, vous pouvez faire une note de service qui dit à vos personnels qu'on autorise la sieste. Si leur corimec est à côté d'un groupe électrogène, ça va être très difficile. Je voulais également vous donner 2 aspects qui sont à raccrocher, notamment avec les présentations antérieures, mais aussi avec des aspects purement médicaux. Le problème de ce qu'on appelle le décrochage du sens moral, qui a été légèrement évoqué du fait de l'éloignement de l'opérateur de drone avec le terrain.
Ce décrochage du sens moral, c'est un cadre de réflexion qui n'est pas nosologique, mais qui suit les travaux effectivement de Milgram, de H, et qui intéresse beaucoup nos psychiatres militaires, notamment dans la suite aussi de tout ce qui a été l'affaire d'Abu Ghraib. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème d'incohérence cognitive entre le milieu dans lequel vous vous trouvez. Vous êtes dans un bureau, vous êtes en train de mener une action de guerre. À 5 heures, vous allez partir, vous allez chercher les enfants et vous dînez à la maison. C'est un problème que nos troupes ont déjà subi par le passé sur certaines opérations où ils étaient soit sur des bases aériennes en Italie, soit en Corse, et ils devaient opérer sur des théâtres d'opération distants. Et ils rentraient tous les soirs, soit à l'hôtel, soit chez eux. Donc ça peut poser des soucis. Et enfin, on peut aller jusqu'au dysfonctionnement et à la pathologie. Alors, il a été dit que, évidemment, il y a moins de risques pour l'opérateur s'il est déporté parce qu'il ne prendra pas une balle. Évidemment, il est à 4000 km. En revanche, ce que je voulais signaler, et je l'expliquerai peut-être un petit peu ou s'il y a des questions là-dessus, c'est pas parce que l'action est déportée qu'elle est non vue. Et je vais y revenir juste après, et notamment parce qu'on est obligé de regarder l'effet qu'on produit. Ça, c'est important. Et tout ceci peut entraîner un certain nombre de stress qui peuvent aller jusqu'à des traumatismes, et également un stress d'ordre moral, qui est une nouvelle dimension qu'on étudie un petit peu dans les aspects de stress post-traumatique, qui est un peu l'objet de cette slide. Donc c'est une rencontre personnelle avec la mort, une proximité ressentie, donc oui, un traumatisme, et qui est aussi lié à une fenêtre temporelle de vulnérabilité. Je veux dire par là que c'est un moment particulier dans la vie de l'opérateur. Il a peut-être été soumis à un ensemble d'éléments dans sa vie personnelle, professionnelle et dans sa santé auparavant, qui fait qu'à ce moment-là, il sera plus particulièrement vulnérable. Alors je n'ai pas de chiffres à proprement parler sur les opérateurs de drones, mais il y a beaucoup de choses qui commencent à se dire là-dessus. En tout cas, juste à titre de comparaison pour vous dire que ce n'est pas anodin, pendant la guerre des Malouines, il y a eu un certain nombre de pertes humaines. On sait aujourd'hui que les pertes humaines des Malouines, et ça date déjà de 82, ont doublé du fait des suicides des opérateurs ou des militaires anglais. Et en Afghanistan, vous avez des chiffres un petit peu, donc entre 10 à 17% des militaires américains sous psychotropes, ça fait déjà beaucoup. Il y a une alcoolisation importante et beaucoup de travaux qui sont conduits pour limiter l'impact de l'alcool et pour désensibiliser ou déshabituer les militaires qui auraient pris de l'alcool. Et en Afghanistan, entre 2002 et 2009, vous avez les chiffres. Donc il y a 761 tués recensés qui sont tués du fait d'un effet létal de l'adversaire, on va dire, et 817 suicides. Donc c'est pas du tout anodin et on n'échappe pas malgré tout à des soucis sur les opérateurs. Alors on a aussi beaucoup parlé de drones, de robots. Il y a quand même une autonomisation croissante du fait notamment des aspects de latence que je vous ai évoqués. Donc ça pose des problèmes d'interaction humain-robot. Je n'ai pas trop le temps de développer, je pense, mais ça pourrait être l'objet d'une question. Et aussi de ce qu'on appelle une intelligence adaptative. Donc c'est des travaux sur lesquels nous sommes penchés déjà il y a pas mal d'années pour faire des copilotes automatisés. Et c'est encore des sujets qui sont d'actualité dans l'industrie aéronautique, tant civile que militaire. Vous avez à droite un schéma classique sur ce qu'on appelle le partage d'autorité, c'est-à-dire finalement qui décide quoi à quel moment entre l'homme et son système qui est soit totalement manuel, soit totalement autonome. Donc ça c'est tiré d'une littérature qui commence déjà à être ancienne, mais les grands principes n'ont pas beaucoup changé. Et ça pose évidemment principalement le problème de la fiabilité. Il y avait une question tout à l'heure sur la pause café sur le problème de l'espace aérien, c'est également cette question de fiabilité. Quand vous avez 40 à 50% des drones qui sont utilisés, qui finissent au tapis, ça pose énormément de problèmes. C'est-à-dire qu'on parle toujours des aspects positifs, opérationnels, et c'est sûr qu'il faut les souligner. Mon rôle est souvent un petit peu titillé en disant tout n'est pas rose. Il faut quand même poser des questions. Et il y a aussi les questions de sécurité qui n'ont peut-être pas été évoquées, mais qui sont un problème très très sensible, en tout cas bien pris en compte dans les aspects d'automatisation dans les systèmes pilotés civils pour des raisons évidentes de sécurité et de détournement. Alors, on a parlé également de swarm ou de véhicules multiples. Alors voilà une étude qui traite de ça, partage d'autorité et véhicules multiples. Ça pose le problème de la charge de travail parce qu'on est habitué à gérer un certain nombre de choses, mais pas des centaines ou des dizaines de choses en même temps. Alors on peut utiliser un certain nombre de métaphores et des systèmes de contrôle multi-agent comme, pour reprendre l'actualité,
un coach gérer son équipe, non pas au niveau de l'individu, mais avec une certaine tactique qu'il a mise en place. Donc là, on est vraiment au-delà du contrôle, mais ça pose visiblement, dans les dernières études qui ont été publiées, des questions sur finalement les interfaces et les modes de représentation et comment l'humain va pouvoir intégrer ce type d'information. Donc on reste encore un petit peu flou. Alors le graphique est assez simple. La grosse ligne noire, c'est dans un système complètement automatique d'un essaim de drone pour éviter que les drones se percutent. Plus la courbe va vers le haut, moins ça se passe bien. Et vous avez des opérateurs en pointillé et quelques opérateurs un petit peu mieux que l'automatisme en dessous. Mais globalement, on peut faire quand même presque en moyenne aussi bien avec l'automatisme. Donc il y a quand même eu des progrès certains. Quelques travaux en cours, je ne m'étendrai pas, mais ça vous donne un petit peu l'étendue de la variété du paysage en termes de niveaux sur lesquels on se repose. Ça va du master à la recherche et développement interne à des entreprises en passant par des PEA de la DGA. Donc on se pose des tas de questions sur partage d'autorité, sur la formation des pilotes bien évidemment, sur les aspects psychosociaux, donc ce que je vous disais sur les aspects stress, etc. Et enfin, pour donner un petit peu un élan prospectif avant la séance de questions, on poursuit nos recherches dans les domaines de la perception-action parce que même si je vous ai donné peut-être l'impression qu'on savait plein de choses, et c'est le cas, il y a encore beaucoup à découvrir sur l'être humain, on peut renforcer un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui encore presque à l'âge de pierre, comme les alarmes, en utilisant des choses qui ne sont pas nouvelles mais qui sont bien développées, comme le son 3D, les icônes sonores, des interfaces multisensorielles évidemment. Il y a pas mal de progrès à faire aussi en fusion de données, au sens où cette fusion doit être compatible avec la compréhension de l'opérateur. On parle beaucoup aussi d'interface de suivi longitudinal. Alors cette affaire-là, ça vous permet de suivre toute votre mission. Et si vous avez un incident, vous pouvez revenir à ce qui s'est passé avant. Ça paraît assez basique, mais c'est encore au stade de développement industriel. On peut aussi, et c'est ce qu'on a commencé en créant une unité mixte de recherche avec le CNRS et Paris Descartes, étudier le comportement d'opérateurs avec une approche big data pour mieux comprendre ce que l'opérateur fait et définir les prédicteurs de son comportement. Ce qui permettrait de brancher ça avec l'automatisme pour avoir une assistance plus adaptative. Et enfin, on n'oubliera pas évidemment de conserver ces travaux sur les charges de l'opérateur et sur la vulnérabilité en opération, car je crois qu'on l'a souligné, il y aura quand même un être humain quelque part à un moment donné dans la boucle, et ce serait quand même dommage de l'oublier. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, docteur. Fred. Alors, juste pour un petit complément, on a vu quelque chose qui était assez contre-productif à l'époque. On a vu des études épidémiologiques américaines montrer, alors le concept de PTSD, c'est pas tout à fait la même chose dans la littérature américaine, donc les syndromes de stress post-traumatique ne sont pas définis tout à fait de la même manière en France et aux États-Unis. On s'est rendu compte que les opérateurs de drones avaient des taux de PTSD équivalents au personnel sur le terrain. Alors qu'on pouvait penser justement que la distance physique par rapport aux opérations, par rapport au lieu d'opération, allait les préserver. On s'est rendu compte que c'était faux. C'est juste un petit complément. Alors, moi, je vais... tu peux me donner la souris, c'est le plus simple, je pense. Moi, je vais vous faire une sorte de conclusion un peu prospective qui va reprendre énormément des choses qu'on a déjà vues, ce qui va aller plus loin, en nous posant une question. Finalement, est-ce que les drones armés, notamment les drones armés autonomes, sont une évolution qui est inéluctable ? Puisque c'est un peu comme ça qu'on la présente. Donc je vais vous montrer, je vais revenir sur les facteurs qui expliquent le développement et l'emploi des drones armés. Donc ça, on passera très vite parce qu'on l'a déjà vu. On va essayer de se projeter un petit peu, notamment d'un point de vue, j'allais dire, technologique. Et puis, on va voir que finalement, et on va se retrouver avec le colonel Noël, il y a quand même beaucoup de variables qui constituent des freins et que sans doute, on a présenté la robotisation de l'espace de bataille, notamment l'arrivée des robots autonomes, comme étant
une révolution, donc une future révolution dans les affaires militaires, comme quelque chose d'un peu rapide, à mon sens. Alors pourquoi les drones armés, on en a parlé. Pourquoi utiliser des... Alors là, je parle bien de robots téléopérés ou de drones téléopérés. Alors on a parlé des 3D, on ne va pas y revenir. Ce qu'on a constaté, c'est que depuis, tout de même, on a une diversification des emplois opérationnels et que maintenant, quasiment, les drones, en tout cas, et les robots peut-être à terme, alors c'est plus compliqué pour les robots terrestres, notamment pour leur mouvement, mais sont concernés par quasiment tous les types d'emplois opérationnels. Alors, on a un argument de nature opérationnelle qui explique leur utilisation. Philippe l'a dit, dans le cas israélien, ça a été répété, c'est l'accélération de la boucle. Donc la boucle ODA, détection, décision, action. Notamment dans les opérations de contre-insurrection et voire de contre-terrorisme, en dehors de toutes les dimensions légales afférentes à ce type d'emploi. On a parlé de la persistance du drone, qui est évidemment difficilement compatible avec les rythmes humains, les rythmes circadiens notamment. Donc la persistance est possible, même si le colonel Noël nous a dit que ça ne serait pas forcément l'évolution à venir. Et puis, ce qui est considéré comme le vrai avantage, c'est que l'absence de risque pour l'opérateur lui permet une prise de décision qui sera a priori plus réfléchie. Alors, pourquoi les drones armés également ? Il y a un argument financier. On l'a vu, il affleurait de temps en temps. C'est de moins en moins le cas. On va voir que c'est un des éléments qui freine en réalité, qui va freiner à l'avenir probablement le développement et l'emploi des drones. C'est qu'en tout cas initialement, les plateformes étaient moins coûteuses que les systèmes habités. C'est de moins en moins le cas, mais ça a sans doute stimulé la recherche et l'emploi dans ce domaine. Il y a un argument de nature sociopolitique, c'est celui de limiter les pertes. Alors, à nouveau, ça a affleuré dans les présentations des uns et des autres. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait de la sociologie historique, on constate que c'est un mouvement qui est très ancien dans les sociétés. J'ai mis deux références, Philippe Ariès, qui est un médiéviste, un historien de la période médiévale essentiellement, et Thomas, qui est un anthropologue, et qui ont bien montré que dans les sociétés occidentales modernes, il y avait de plus en plus un refus de la mort, et en tout cas que la mort était passée sous silence assez largement. Ça se cumule à un vieillissement des populations. Alors c'est sans doute moins le cas pour la population française parce qu'elle bénéficie d'une démographie relativement favorable. Ça ne l'est pas pour certains de nos partenaires. Ça y est, l'Italie a une population qui diminue. Ça y est, ils ont passé le haut de la courbe. L'Allemagne va y venir dans très peu de temps. Donc ça se cumule et finalement ça s'exprime, ces deux mouvements s'expriment dans un phénomène d'aversion aux pertes. Alors, on va pas revenir sur le débat du zéro mort, qui était un débat qui avait en réalité aucun sens, mais bon. En tout cas, on a une tendance à limiter l'exposition des personnels au risque. Et ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on considère que c'est bien ou que c'est mal, qu'on se positionne du côté de la morale, de l'éthique, peu importe, c'est une tendance qui est assez lourde et qui s'est amplifiée, à mon sens, depuis les années 90 et chez les Américains depuis évidemment la guerre du Vietnam. Alors, ce qu'on constate, c'est que dans ce cadre, on a tout de même des prévisions qui sont extrêmement optimistes, voire même qui sont déterministes. Alors, je reprends l'exemple de Singer. Alors, il y a d'autres intervenants du débat qui sont encore plus déterministes que lui, mais finalement, ces personnes nous présentent l'avenir un peu de la manière suivante. On va avoir une multiplication des types de robots militaires, et ça, jusqu'à maintenant, ce n'est pas très contestable, c'est même une tendance assez ancienne déjà. On va avoir une croissance rapide des emplois et on va même avoir une généralisation de ces emplois à tous les domaines. Ça, à nouveau, ça n'est pas forcément... Bon, c'est pas absurde. Par contre, on va avoir une autonomie décisionnelle de plus en plus forte. On va avoir la constitution d'unités mixtes, puis d'unités intégralement constituées de drones ou de robots.
et finalement on arrivera même à des conflits entre robots. Ça, c'est l'horizon qu'on nous propose, l'horizon en matière de conflictualité que certains nous proposent, alors notamment Singer, mais d'autres. Hein. Et donc on serait face, c'était la question finalement que le colonel Noël a traitée, hein, on serait face à une nouvelle révolution dans les affaires militaires et ce mouvement serait inéluctable. Or, on va voir que ce n'est pas si évident que ça. Alors, il y a beaucoup de modèles de diffusion des technologies. J'ai pris celui de Rogers, alors c'est la courbe en S, il est relativement simple. Alors, je ne dis pas que c'est un modèle qui fasse consensus, mais bon, au moins il est relativement facile à expliquer. Donc on voit, alors on peut raisonner à partir d'un marché, hein, ça peut être le marché des smartphones, ça peut être, peu importe la technologie qui est prise en compte. Finalement, le développement de l'emploi va être progressif jusqu'à un plafond qui sera ce qu'on peut considérer comme un effet de saturation. C'est-à-dire que plus personne n'utilise, de nouveau n'utilise la technologie, ou alors ceux qui utilisent la technologie, ceux qui s'y mettent, compensent ceux qui passent à une autre technologie. Donc c'est ça en fait le plafond que vous voyez tout en haut de la courbe, laggards étant les retardataires, hein, très clairement. Alors, on a des tentatives d'application de cette courbe en S, à différents systèmes robotisés. Alors, le Firebee, c'est le fameux drone utilisé par les Israéliens au cours de la guerre du Kippour. Donc, Philippe y a fait référence. Et ce que constate un certain nombre de chercheurs, on verra que il y a deux problèmes méthodologiques, mais on va prendre comme postulat qu'il faut environ une 50aine d'années pour qu'un marché devienne mature. C'est-à-dire qu'entre le moment où on va commencer à commercialiser les plateformes, les nouvelles technologies, les nouveaux systèmes, les nouveaux outils, et le moment où ce marché va arriver à saturation, on aura une 50aine d'années. On va voir que ça pose problème parce qu'en réalité, la cadence s'accélère. Surtout, mais bon. Donc, Zhifeng, qui est un chercheur américain, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, a utilisé le modèle, la courbe en S, avec ses 50 années. Et en gros, il nous dit, notamment pour la première génération de drones, celle qui est très faiblement automatisée et même qui est très peu autonome, que si on prend son schéma, aux environs 2020, le marché sera à saturation. Ce qui ne veut pas dire que la nouvelle génération ne commencera pas à être déployée. Et la nouvelle génération, c'est une génération beaucoup plus autonome, en réalité. Alors, je reviens sur mes deux problèmes méthodologiques. D'abord, le premier, c'est de savoir quand démarre la courbe. Lui, il a fait démarrer au Firebee, mais en réalité, les drones étaient utilisés depuis beaucoup plus longtemps, dès la Première Guerre mondiale. Des engins téléopérés, la France était même assez performante dans ce domaine dans les années 20, post-Première Guerre mondiale, sauf que on a eu des décisions de la haute hiérarchie militaire qui ont dit ça ne servira à rien, donc vous arrêtez vos développements dans le domaine. Il y a des belles études historiques là-dessus. Donc, bon, le Firebee, les années 70, oui, pourquoi pas, mais on peut considérer que ça a démarré avant. Et puis, deuxième problème méthodologique, qui est une critique de ce modèle, c'est que la courbe en S est de plus en plus rapide, en réalité, que ça ne prend plus 50 ans. Voilà, ça se rétrécit. Alors, si on prend cette cinétique du développement, on va quand même admettre les 50 ans. La saturation, elle reviendrait donc pour la décennie 2020, pour la première génération de drones, pas forcément armés, mais armés aussi, hein, c'est-à-dire les plus simples. Et la deuxième génération, la génération autonome, on arriverait à une saturation dans la décennie 2050 environ. Donc on a quand même un peu de temps, mais bon. Alors, je vous l'ai dit, certains auteurs constatent une accélération de la courbe en S.
Et ce qu'on observe souvent, c'est qu'une technologie militaire, d'ailleurs ça a été dit, est souvent une recombinaison de technologies, d'autres technologies qui sont déjà matures. C'est-à-dire qu'on va utiliser des technologies pour des finalités qui n'avaient pas été pensées initialement. Donc en fait, tout est présent. C'est ce qu'on observe assez largement pour la première génération de drones. Soit, ce qu'on va faire, c'est effectivement utiliser des technologies novatrices, de rupture, mais avec des technologies plus anciennes, avec un socle qu'on maîtrise déjà. Donc ça aussi, ça permet d'accélérer en fait la diffusion d'une technologie. Alors, moi j'avouerai, je vais vous avouer, je suis un peu sceptique quant à ces limites temporelles, et je vais essayer de vous montrer qu'en réalité ça va peut-être être un peu plus compliqué que ça n'y paraît, et je vais réutiliser beaucoup d'arguments qui ont été présentés avant. Alors, premier élément qui a été rappelé, je crois, par Nicole Villebout, mais il n'y a pas eu qu'elle, mais je crois qu'elle l'a porté, c'est un argument d'ordre méthodologique. Finalement, on généralise un cas particulier, et ce cas particulier, c'est le cas américain. Or, ce qu'on observe, c'est que si les drones sont autant valorisés par les armées américaines, c'est évidemment pour leur utilité opérationnelle, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est parce qu'ils correspondent aussi à une culture militaire, à une culture stratégique très particulière, alors, dans laquelle la technologie est particulièrement valorisée, hein, une technophilie même, technophilie abusive pour certains. Je crois qu'il y avait une belle tribune du général Desportes là-dessus. Un emploi massif de la force, et puis surtout une volonté de la frappe déterminante. Or, quand on condense tout ça, on se rend compte que ça correspond assez bien aux drones. Oui, mais en dépit des phénomènes d'imitation, on a toujours un œil sur les Américains en matière technologique, en matière doctrinale. La transposition de ce qu'ils produisent subit toujours une adaptation en fonction des cultures militaires nationales. Et c'est le cas pour la France. Moi, je suis habitué à discuter avec des officiers, hein, notamment du CICDE, du CESA, qui nous disent on regarde toujours ce qui se fait aux États-Unis, mais on regarde toujours avec un œil extrêmement critique. Deuxième argument à l'idée de limite à ce développement, alors on en a parlé, hein, ce sont les arguments moraux. Alors j'ai mis éthique entre parenthèses, Emmanuel, parce que finalement, effectivement, est-ce qu'on fait beaucoup d'éthique? On fait, à mon avis, beaucoup plus de morale que d'éthique. Et donc ça, c'est toute une série de critiques. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes, hein. Il y en a beaucoup plus à propos de l'emploi des drones armés. Donc baisse du seuil de recours à la force. Alors on en a un petit peu parlé, ça serait la perte d'empathie par l'écran interposé. Alors ça demande à être discuté parce que ce que je vous disais à propos des PTSD montre que c'est faux. Enfin, ça n'est qu'en partie vrai. Il y a une banalisation, le risque serait celui d'une banalisation des conflits avec l'emploi des drones armés, parce que finalement le coût sociopolitique pour un décideur politique serait plus faible de rentrer dans des conflits avec des drones, puisque il n'y aurait pas de perte qu'avec des engins habités. Ça amènerait un changement des valeurs militaires, avec la disparition du risque. Alors, je crois qu'il y a un intervenant qui a glissé le nom du directeur de recherche Chamaillou. C'est un peu une grande partie de son raisonnement. Donc, ce serait le drone finalement comme une arme de lâche. C'est un argument qu'on voit quand même beaucoup dans la publication autour de ces problèmes, dans les publications, la littérature, notamment la littérature anglo-saxonne. Alors ça pose un problème, j'ouvre un tout petit peu, et là je rejoins Emmanuel sur ce qui a été dit ce matin, la culture et l'éthos militaire n'est pas ahistorique. C'est pas quelque chose qui ne bouge pas. Quand vous interrogez les historiens, ils vont vous dire que contrairement à une idée assez répandue, les valeurs militaires évoluent. Les valeurs des militaires de la Première Guerre mondiale sont plus celles à l'heure actuelle. Et encore moins les valeurs, si on remonte un peu avant, même au moment de la chevalerie ou de la période moderne. Ça évolue. Ça évolue évidemment en fonction des contraintes que sont les combats,
le mode de conflictualité, mais également de contraintes extérieures, c'est-à-dire les valeurs de la société qui environnent la communauté militaire. Je ferme la parenthèse. Alors, un robot qui... ça, c'est la critique évidemment la plus... qui est le cœur de ce que les anti mettent en avant, les anti-robots autonomes, c'est que finalement, on aurait un robot autonome qui déterminerait la vie et la mort des individus. Alors, ça vient se greffer sur un fond culturel, notamment dans les sociétés occidentales. Hein, on pourra y revenir. Je crois que c'est Emmanuel aussi qui a parlé d'animisme, notamment au Japon. On a un fond culturel qui est déterminé par les religions du livre, et dans lesquelles il est hors de question que l'homme se substitue à Dieu. Et c'est un peu tout ça qui apparaît derrière, c'est-à-dire on donne une âme à une machine. Alors, ça on l'a vu, donc je vais passer très rapidement. Ce qu'on observe, c'est que les gens qui sont anti-drone armés disent finalement le risque principal, c'est que les exécutions extrajudiciaires du modèle américain deviennent une norme et que tout le monde les utilise. Alors, je n'ai pris que quelques critiques. Hein. D'abord, elles sont contestables, j'ai commencé à le faire, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'elles constituent tout de même des limites au développement, parce qu'elles vont générer des débats politiques qui s'intensifient. C'est léger ça. Qui s'intensifient, et qu'on voit bien que ces critiques, elles sont formulées par une diversité d'acteurs, que ces acteurs désormais ont des relais à travers la sphère politique, notamment aux États-Unis, et que ces critiques sont reprises dans des enceintes qui sont des enceintes internationales. Donc, alors ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par une demande de moratoire sur les recherches sur l'autonomie. Et ça, c'est très important, voire même pour certains, les ONG notamment les plus extrêmes, sur l'abolition des systèmes robotisés armés autonomes. Alors, on a également des arguments d'ordre socio-culturel. L'introduction, on en a un petit peu parlé, donc je vais aller vite. L'introduction des drones armés et des drones armés autonomes, ça va modifier l'identité socio-professionnelle des militaires. Hein. Ça va faire évoluer leurs valeurs, même si j'ai dit que les valeurs n'étaient pas quelque chose de posé définitivement. Les militaires se raccrochent à leur identité, ce qui est tout... Il n'y a pas de jugement de valeur, hein. Tout groupe socio-professionnel fait pareil. Donc ça provoquera des résistances. Et puis plus globalement, ça implique une évolution du rapport au métier. Est-ce qu'on aura toujours cette spécificité du combattant ? À nouveau, Emmanuel en a parlé lors de la première table ronde. Ce qu'on constate, c'est que l'introduction d'une technologie provoque toujours des évolutions significatives qui suscitent, en fait, et suscitent toujours in fine des résistances. Alors c'est le vieux conflit entre les modernes et les anciens. Toute technologie militaire d'une certaine ampleur suscite toujours ce type de réaction. Alors, c'est la notion de compatibilité de Rogers. Alors, Rogers est une des personnes qui a beaucoup travaillé sur la diffusion des technologies et qui constate que au moins une technologie correspond aux valeurs, est perçue comme correspondant aux valeurs du groupe socio-professionnel auquel on appartient, au moins on aura tendance à l'utiliser. Ça veut dire, en interne à l'institution, probablement des réticences, voire des résistances. Alors, limite du développement, ça on en a parlé. Finalement, il y a un argument de nature opérationnelle. Les emplois qui sont ceux actuels sont essentiellement des emplois en contre-insurrection ou en contre-terrorisme. Quid de l'emploi du drone armé dans d'autres contextes, notamment dans un contexte symétrique, avec des armées de même puissance technologique et même militaire. On constate quand même que le drone, d'ailleurs il y a un S qui ne devrait pas être là, le drone est vulnérable à l'heure actuelle. Il est lent, il est peu manœuvrable, il n'y a pas de système de défense comme sur un appareil piloté, d'autoprotection. Donc finalement, dans d'autres contextes que la contre-insurrection, est-ce que c'est le meilleur système possible ? Il y a un argument
organisationnelle, c'est qu'à partir du moment où on va généraliser l'emploi des robots et donc des drones, il va falloir modifier la formation, ça c'est déjà plus ou moins fait. Il va falloir modifier les doctrines et les méthodes opérationnelles, ça c'est plus compliqué. Et surtout, on va arriver à une modification des organisations et des structures. Alors, les 2 chercheurs que je cite l'ont bien montré. À nouveau, toute technologie majeure amène forcément des redistributions au sein de l'organisation. Alors, argument budgétaire, c'est peut-être finalement un des... Il en reste plus que 2, je vous rassure. L'argument budgétaire, c'est que, on le voit tous, baisse des budgets alloués à la défense, que ce soit pour les acquisitions de matériel ou la R&D. Concurrence entre les nouveaux et les anciens programmes. C'est ce qu'on appelle la dépendance au sentier en politique publique. C'est-à-dire que quand on a lancé un programme, c'est extrêmement compliqué de l'annuler complètement et de récupérer les crédits pour faire autre chose. Donc à court terme, il faudra bien gérer cette concurrence. Donc c'est ce que je dis, l'inertie des programmes est très forte. Et ce qu'on observe, alors Erhard ne dit pas tout à fait ça, mais que finalement la priorité est attribuée essentiellement aux systèmes d'armes qui correspondent à la fonction opérationnelle dominante. Or, en tout cas pour la France, peut-être que les militaires pourront me contredire, mais la fonction qui est, entre guillemets, la fonction stratégique dominante, c'est l'anticipation à l'heure actuelle. C'est la connaissance-anticipation. Ce qui ne favorise pas, a priori, l'emploi des drones armés. Pour les autres types d'emploi, oui, mais pas forcément pour les drones armés. Le coût des plateformes est croissant, ça j'en ai un petit peu parlé. Et puis, il y a aussi le coût de la transformation de l'organisation dont j'ai parlé également. Tout ça fait que ça serait compliqué de passer à des armées entièrement robotisées ou très largement robotisées. Et puis, dernière chose, c'est l'argument technologique. Finalement, quand on regarde les prévisions de toutes ces personnes, je parlais de Singer par exemple, on oublie une chose, c'est que quand on fait de la technologie, quand on fait du développement scientifique et technologique, en fait, on ne peut pas prévoir les résultats finaux. C'est impossible. On va tendre vers des objectifs, mais on ne peut pas savoir ce qui va véritablement arriver. Or, on a l'impression que chez eux, finalement, le futur est déjà là, on le connaît. C'est un peu embêtant. Pour la seconde génération, donc les systèmes autonomes, il y a quand même encore des verrous technologiques à lever, et ils sont nombreux. L'autonomie décisionnelle, on en a parlé, l'intelligence artificielle, comment on l'intègre, est-ce qu'elle est assez aboutie? Alors la capacité de voir et éviter, manifestement on a beaucoup progressé dans le domaine, mais l'intégration des armements, les liaisons, les communications entre les systèmes, c'est-à-dire l'intégration en système de systèmes robotisés, tout ça, ça demande encore beaucoup de travaux scientifiques. Et ce qu'on constate, c'est que l'aide, à mon avis, va être extrêmement limitée par la recherche civile, tout simplement parce que les marchés civils sont des marchés de niche. Alors, il ne reste plus que 2 slides, je crois, Philippe. Si on s'en tient... alors, je reprends la même courbe, mais en réalité, c'est la courbe d'émergence du cycle d'une technologie. On voit qu'une technologie est émergente. Alors, évidemment... l'une détermine l'autre. En fait, la courbe en S du niveau de maturité de la technologie va déterminer le niveau de maturité du marché, celle que je vous avais présentée avant. Ça, c'est ce qu'on peut observer habituellement. Alors, à nouveau, on pourrait définir autrement le cycle d'une technologie, mais c'est à peu près ça qu'on observe dans la pratique. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque de tendre vers B ou A. Alors, B, c'est quoi? C'est quand il y a la concurrence d'autres technologies et que finalement, on fait un rapport coût-avantage et qu'on se rend compte qu'il y a des technologies alternatives qui sont même plus anciennes, qui demeurent tout à fait valables. Et je vous rappelle qu'on est quand même il y a une contrainte budgétaire extrêmement forte. Et puis, A, c'est quoi? C'est tout simplement le fait, et ça on ne peut pas le déterminer pour le moment, que les résultats qu'on avait envisagés vont demander en réalité beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent qu'initialement prévu. Et donc on coupe. Voilà, on arrête le développement de la technologie en question, des recherches et développements en matière de robotique. Je ne dis pas que ce sont des schémas qu'on va suivre. Je dis simplement
que la courbe C risque d'être impactée par tous les facteurs que j'ai déterminés auparavant, et que finalement, ma conclusion, c'est que rien n'est joué, qu'il y a de nombreux freins à l'emploi des plateformes, au développement technologique et à l'emploi des plateformes armées autonomes, que ces freins sont de nature diverse, juridique, sociale, organisationnelle, budgétaire, technologique, que ça va probablement ralentir les programmes, et on le voit déjà aux États-Unis, hein. On a annulé des programmes de R&D dans le domaine, et que, alors certes, l'intégration va s'amplifier. Il semble que le mouvement soit quelque chose qui soit lancé, le mouvement de développement et d'intégration de ces robots armés, mais que la révolution annoncée n'interviendra peut-être pas dans les 10 ou 20 ans à venir. Voilà, merci. On va prendre quelques questions. Juste un petit point par rapport à ce que disait Frédéric sur Tom Erhardt. Tom Erhardt, c'est l'ex-conseiller du Chief of Staff de l'US Air Force, et il a consacré sa dissertation de PhD sur les programmes de drones de l'Air Force des années 50 aux années 90. Et il a très bien expliqué pourquoi, en fait, tous ces programmes qu'on a totalement oubliés maintenant, mais qui étaient extrêmement riches dans l'US Air Force, ont totalement périclité progressivement dans les années 70-80. Et il en arrive, parmi tous ces facteurs, à considérer la notion que je reprenais tout à l'heure et que Fred a un peu repris aussi dans son domaine, la notion de constituency, c'est-à-dire de patronage institutionnel au sein de l'institution et en dehors de l'institution, ceux qui tiennent les cordons de la bourse, et qui sont capables de défendre le drone. Et sur le plan des fonctions opérationnelles, justement, tout le problème du drone, c'est que très souvent, il n'est pas le système prioritaire d'une fonction opérationnelle donnée. Sauf justement, progressivement, pour certaines forces, en fait. Donc il y a deux armées, et donc ça aboutit, pardonnez-moi, à la notion d'effet de seuil. Il y a des effets de seuil à partir duquel, je dirais, le phénomène s'auto-entretient. Pour l'instant, il y a deux armées où il y a un effet de seuil réel qui a été dépassé. L'US Air Force et les forces israéliennes. Il n'y en a pas d'autres. Oui, je voudrais nuancer un petit peu les idées que je viens d'écouter. Il se trouve que pendant des années, j'ai fait à la fois de l'intelligence artificielle et d'autres années, quand je dis des années, c'est 15 ou 20 ans chaque fois, les réseaux. Et on a, depuis ce matin, beaucoup focalisé sur l'intelligence du drone. Je pense que j'ai dit tout à l'heure que ça va durer des décennies, des nombreuses décennies, avant qu'un drone soit intelligent. Par contre, l'explosion que nous vivons en ce moment des réseaux, ne serait-ce que Google et tout ce qu'on entend dans le civil, etc., c'est quelque chose dont la dérivée est de plusieurs ordres de grandeur par rapport au développement de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que quand je vois Google, ce que je peux vous dire, c'est que le système Google actuellement, vous avez une intelligence dedans qui est absolument monstrueuse. Et si on revient dans le domaine militaire, ce qu'on observe aussi factuellement, c'est l'explosion aussi des réseaux. Alors, il y a quelques années, c'était la mode, le net-centric warfare, etc. Derrière ce mot qui n'est plus du tout à la mode, il y a une tendance lourde, très forte, qui existe réellement. C'est-à-dire que, je prends l'exemple très concret actuellement, la stratégie NATO actuellement, c'est le FMN. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Après l'Afghan Mission Network, c'est le Future Mission Network, etc. C'est vraiment le truc que l'OTAN est en train de développer. La nouvelle agence NCIA, c'est le focus de ce truc. C'est quoi ce réseau? C'est un réseau. C'est-à-dire que maintenant, ce à quoi on pense, ce n'est pas l'intelligence de chacun des objets, que ce soit des jarres, des drones, des bateaux ou de que sais-je, c'est l'intelligence du réseau. Et à ce moment-là, quand on commute sur cette réflexion, on verra très bien qu'en fait, ce qui donnera l'intelligence au système, parce que c'est ça l'important, ce n'est pas les objets, c'est au système, c'est justement l'intelligence des réseaux. Alors, évidemment, si on se projette, moi aussi je voudrais,
on peut se projeter dans l'avenir, mettons dans 40 ou 50 ans, on peut très bien imaginer qu'au niveau des États-Unis, eh bien, on est un groupe, une section, un peloton d'une vingtaine de personnes qui communiquent entre eux par radio. Ils peuvent être à 20 mètres, 100 mètres ou 3 mètres les uns des autres, mais ils n'ont, à part leur pistolet ou quelque chose, ils n'ont rien avec eux, sauf qu'ils savent que chacun a un ordinateur, ils cliquent et d'un seul coup, le réseau derrière, incluant des drones justement, leur indique l'image de ce qu'il y a derrière la colline, avec l'interprétation qui était faite par des hommes, et pas des machines encore, qui dit voilà ce qu'il y a une batterie là, etc. Décision des hommes sur le sol qui peuvent être tués en appuyant sur un bouton rouge, je veux qu'on détruise ça. Il y a des drones attaquants ou des bombardiers pilotés par des hommes, peu importe, mais qui automatiquement, par une intelligence du réseau, vont lancer la bombe sur l'endroit et le peloton avance. Ça veut dire qu'on aura toujours des hommes qui risquent de se faire tuer, qui attaqueront, qui seront très légers et dont les moyens lourds d'observation, de reconnaissance, d'intelligence et d'attaque de casse, d'attaque d'appui-feu, si vous voulez, seront faits par des réseaux derrière qui n'auront localement pas d'intelligence, ça sera les réseaux qui auront de l'intelligence. Le réseau d'observation aura une intelligence qui gérera de manière intelligente le positionnement des drones d'observation. Et puis les bombardiers qui auront les bombes d'attaque aussi seront optimisés par une intelligence décentralisée, ou centralisée plutôt, qui optimisera le positionnement des bombardiers. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, pas du tout l'intelligence de chacun des machins. On pourrait très bien avoir des satellites tueurs, j'allais dire. À ce moment-là, ça rendrait vos drones inintéressants. Sauf que le satellite, vous pouvez déterminer sa trajectoire. Ouais. Le drone peut-être plus difficilement. Ensuite, juste pour répondre à monsieur, on m'a demandé de traiter les drones armés, donc j'ai traité les drones armés, mais je suis d'accord que la RMA, un de ses points forts, c'est le réseau. Donc, on pourra reparler des réseaux, effectivement, c'est notre débat. Puis juste une petite remarque par rapport à ce qui a été dit, je n'ai pas dit que la furtivité était l'avenir, allait remplacer la permanence, c'est deux choses qui peuvent très bien être conduites complémentaires. Je dirais sur les satellites. Le problème, c'est, à mon sens, on peut pas. Ça rejoint l'effort de prospective que vous avez fait. En fait, tout dépend des cas de figure stratégiques, opérationnels, etc. Il y a des cas où ça se passera comme ça, d'autres non, etc., etc. Le problème des satellites, quand vous regardez actuellement les satellites, c'est vraiment un cas intéressant, ça. C'est l'un des enablers. Je ne parle pas de satellites en tant que système d'armes. À la rigueur, il y a eu beaucoup d'investissements. Là-dessus, il y a eu beaucoup d'investissements pendant la guerre froide par les Américains et les Soviétiques, comme vous le savez. Depuis, les investissements, on fait comme ça en la matière. Et il se passera longtemps avant que, comment dire, parce que ça coûte tellement d'argent. Maintenant, sur les capacités spatiales, votre remarque, à mon sens, permet de faire un rebond intéressant là-dessus. Justement, sur les aspects de résilience de ces systèmes. C'est que typiquement, alors là, pour les systèmes mâles et pour les systèmes AL et les systèmes mâles, le SATCOM est un des enablers fondamentaux. Les SATCOM et le GPS. C'est à cause de ça, en fait, que techniquement, le Predator est devenu une solution viable dans les années 90, à partir du moment où on a maîtrisé le GPS et les SATCOM. Bon, à partir de là, le problème, c'est qu'actuellement, pour développer la résilience, avec les Américains développent toute une couche de communication aérienne, dans le domaine aérien, pour compléter le domaine spatial en raison même de la vulnérabilité des systèmes des architectures SATCOM. Et également plus quantité de systèmes permettant de... Pour reprendre sur le réseau, je fais la relation entre ce que vous développez et notamment tout le passage actuel au cloud computing,
qui est une véritable transformation actuellement dans le Joint Information Environment du Pentagone, et qui, et notamment pour les drones, ça se traduit dans les différentes roadmaps, etc., et c'est même à la rigueur une thématique qui occupe plus de place et qui est beaucoup plus problématique que l'évolution de l'armement sur les drones, etc., et qui est toute la remise à plat de tout le système de drones et de tout le système de capitalisation, de mise à disposition des données, des vidéos, etc., de tout l'organisation du réseau pour effectivement appuyer toute la mission de drone. Il y a une remise à plat complète, et qui s'inscrit dans une remise à plat complète de l'ensemble de l'architecture informationnelle du Pentagone actuellement, et qui est, par son ampleur, quelque chose qui dépasse toutes les évolutions depuis on va dire de ces 10 dernières années, je pense. Oui, pour le réseau, bien sûr, bien sûr. Simplement, quelque part, ça va venir en appui de ce que j'ai essayé de démontrer. Même les États-Unis n'auront pas la capacité budgétaire de développer des technologies multiples. Même eux, avec leur budget, alors encore moins nous, soyons clairs. La mise en réseau, elle a commencé. L'intelligence du réseau, le data-centric warfare, on va y venir, tout à fait. Est-ce que ça sera compatible avec des plateformes autonomes? Point d'interrogation, ça c'est la première chose. J'allais dire technologiquement, est-ce qu'on arrivera à plugger les deux? Et puis surtout, est-ce qu'on a les moyens de tout faire en même temps en termes de recherche et développement? Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec vous que le levier potentiel en termes opérationnels, l'apport que ça peut amener est supérieur, à mon sens, dans la mise en réseau plutôt que dans le fait d'avoir des plateformes autonomes, armées autonomes, en tout cas à court terme, à moyen terme. Donc oui. Je voudrais vous raconter une petite histoire que m'a raconté un camarade qui est pilote d'hélicoptère dans une force de police d'un pays ami et occidental, je ne citerai pas. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand le drone perd sa liaison? Parce qu'on n'en parle jamais. Le drone perd sa liaison. Alors ça dépend. Et c'est ce que ce pilote d'hélicoptère a trouvé. Il faisait un exercice avec des drones et des hélicoptères. Et leur drone était vertical de l'hélicoptère à basse altitude. Et ils ont coupé la liaison pour faire une simulation de perte de données. Alors celui-là n'était pas programmé pour rentrer à la base. Il n'était pas programmé comme d'autres pour rentrer à l'usine du constructeur, parce que ça arrive aussi, par défaut, puisque quand on fait les tests, forcément on programme ça, et puis après on oublie de reprogrammer. Il était programmé pour monter en chandelle, pour essayer de retrouver le réseau VHF. Donc il a failli percuter l'hélicoptère. Donc c'est un petit exemple d'autonomisation temporaire d'un drone sur lequel il faut quand même se pencher, parce qu'il est assez intéressant en termes de sécurité aérienne. Juste pour finir, certains sont programmés aussi pour faire une spirale descendante et faire le trou le plus petit et, en explosant au sol. Donc, comment se fait-il que l'industrie n'utilise pas encore les drones? Alors ça, j'ai travaillé dessus récemment là, pour l'Union européenne, qui posait la même question. Enfin attention, qui posait la question pour les institutions non militaires, mais en fait ça a amené à voir de manière plus générale. Le problème, c'est qu'en fait, dans la logique, d'après ce que j'en ai compris, tout simplement parce que les mécanismes du marché ne sont pas en place. Parce qu'on parle souvent du drone dans l'application civile sous forme de l'offre. Mais vous avez un florilège d'offres, mais qui sont que des offres de petite taille, des offres de prototypes, etc., etc. Tout le problème est celui de la structuration de la demande. Or, on se rend compte que déjà, il y a la réglementation qui pose un problème énorme, la réglementation technique, etc., qui pose des défis monstrueux à surmonter, qui rend les systèmes très coûteux, etc., etc., au fur et à mesure pour les franges les plus sophistiquées de ces systèmes, qui correspondent en grosso modo aux drones tactiques pour les forces terrestres. Et puis, vous avez un réel problème d'entretien des compétences, des filières humaines, des choses comme ça, etc. Pour l'instant, ça n'est pas rentable. Quand vous regardez au plan institutionnel, alors je vais peut-être dire, je me lance, mais je vais dire une énorme idée, mais non, pas du tout. De ce que j'en ai compris, en France, prenez l'exemple en France, pour les institutions civiles, sécurité, mais pas simplement sécurité, etc., les institutions, on va dire, publiques.
La seule institution qui, ou une des seules institutions qui en France dispose de drones opérationnels en dehors des forces armées, enfin c'est une force armée, mais en dehors des forces, c'est le GIGN. Alors il y a la gendarmerie aérienne aussi. Oui, mais alors tout ça étant l'essentiel, sinon vous avez 90%. D'ailleurs, c'est de l'expérimentation. Alors regardez, le EDF va se doter de drones pour... Oui, en fait, oui, mais comme voilà, c'est de l'expérimentation. Et en fait, au bout du compte, comme le présentait un prestataire l'un des fabricants les plus compétents en matière de drones en France, expliquait récemment que en réalité, lui, il envisage plus exactement, c'est un marché dans lequel il est depuis 20 ans, hein, donc il connaît parfaitement l'affaire, et lui il dit que l'avenir est plutôt à de la prestation de services, comme vous avez actuellement des sociétés qui fournissent des heures de vol d'hélicoptère, pour etc., etc. Et ben pour le drone, on va plutôt vers ça, parce que vous avez et donc la location par des entreprises, c'est simplement de la location de services plus que de l'acquisition de capacités organiques de drones, parce qu'il faut payer les gens, il faut maintenir les compétences, c'est pas si simple que ça, etc., etc. Et vous avez la plupart des expérimentations périclites. Regardez en Grande-Bretagne, vous avez une demi-douzaine d'expérimentations pour les forces de police britanniques. Bon, en fait, au bout du compte, depuis des années, rien ne se traduit par... les Néerlandais ont mis une expérimentation massive avec de multiples systèmes. Pour l'instant, rien n'est gravé dans le marbre. Les trucs durent d'année en année, mais on hésite à passer le pas. Vous avez des expérimentations partout, mais le nombre, je dirais, d'effets de seuil, justement, franchis pour l'utilisation est extrêmement faible, justement, parce que, cette logique de marché, et donc cette structuration de la demande qui ferait baisser les coûts, qui normaliserait un certain nombre de processus, choses comme ça, etc., et pas du tout à l'œuvre. Et ce qui d'ailleurs discrédite tous les travaux de prospective, vous savez, les grands groupes, Thiel Group, etc., qui vont des courbes dans les années 90. Alors, dans 20 ans, les drones, il y aura ça, il y aura 60 000 et tout. Bon, ça finira sans doute par se transcrire par une réalité de ce type à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Vous aviez une remarque à faire, hein, Tout à fait. Il se trouve que, à l'Académie d'Aéroespace, dont je fais partie, on est en train de planifier un colloque en 2 jours, j'en fais la pub, 13 et 14 novembre, à la Direction générale de l'aviation civile. Alors je peux vous passer des références. Et il se trouve qu'effectivement, ça fait 2-3 mois que j'étudie ça, parce que je fais partie du comité d'organisation. Et des chiffres que je découvre moi aussi depuis quelques mois. En France, on est très en avance en Europe dans ce genre de choses. 500 entreprises. 300 ou 400 sociétés. 500. Ou 500, voilà. Il y a 500 entreprises qui animent le marché. Ouais. Qui soit fabriquent, soit opèrent, soit utilisent, soit passent des services, etc. Si vous voulez. Et on est à peu près la moitié de ce qui se passe en Europe. Donc c'est vraiment très très important pour des aspects civils. Deuxième chose que j'ai découvert, c'est que ceux qui opèrent le marché qui est le plus en avance, c'est le marché de la télévision, le Tour de France et tous ces trucs-là. Alors il y a des drones. La moitié des images du Tour de France, c'est des drones qui sont opérés. Et là il est battu. C'est le seul qui soit battu. Ouais. Il y a un peu d'agriculture. De précision. Ouais. Il y a la SNCF, l'EDF, Gaz de France qui essayent, mais ils n'ont encore rien décidé. Ce sont des essais, si vous voulez. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger considérablement. Et on peut estimer que la dérivée est positive. Alors, la dérivée est positive. Alors, quand vous demandez notamment à la Fédération française du drone civil, ce qui va se passer, c'est que les 500 opérateurs, ils estiment que sur les 5 ans, la moitié vont mourir. Parce qu'en fait, ces opérateurs opèrent entre 1 et 10 drones. Donc la rentabilité n'est pas suffisante. Donc la moitié des sociétés va mourir. Voilà, ça c'est ce qui va avoir pour effet de renforcer les autres. Mais ça, bienvenue dans le monde libéral, dur et... Enfin bon bref. Ça va renforcer probablement le secteur. Effectivement, les problèmes, il y a 2 problèmes à l'heure actuelle. Philippe en a parlé, la réglementation, qui est très très restrictive en France et qui fait que c'est difficile d'avoir, il faut un MAP, un manuel, une autorisation de la préfecture, c'est compliqué, hein. C'est pas forcément facile, ça c'est la première chose. Et puis techniquement, on est encore trop juste.
c'est-à-dire les problèmes de liaison, les problèmes, enfin tout ce qui amène à des problèmes de fiabilité. Les technologies, en tout cas pour le civil, ne sont pas encore assez matures, notamment parce que quand on parle des drones militaires, on se focalise essentiellement sur les mâles, qui sont quand même des plateformes d'une certaine taille, enfin, même d'une taille certaine. Ce qui est opéré par les entreprises dont on parle, ce sont des drones qui vont jusqu'à 150 kg. Vous n'avez pas les mêmes systèmes, les mêmes sous-systèmes sur ces drones. Et il faut savoir qu'il y a déjà eu des problèmes aux États-Unis, mais ça c'est classique. Mais même en Espagne, au cours d'une corrida, oui, ben, c'est pas tombé sur les bonnes personnes, mais bon. Il se trouve que les organisateurs utilisaient un drone pour faire effectivement de l'image, hein, pour retransmettre, et le drone est tombé dans le public. Donc ça freine un peu le développement. Donc oui, il y a un marché. Pour le moment, c'est un marché de niche. Et c'est un marché qui n'amène pas, c'est ce que Philippe disait, l'achat par des grands opérateurs de drones. Même la SNCF s'est rendu compte que ça n'était pas intéressant pour elle. Par contre, ce sont des sociétés sous-traitantes. Et ce qui va faire leur savoir-faire, ce n'est pas tellement de posséder les drones. C'est de posséder les charges utiles, parce qu'on n'a pas besoin forcément toujours de vidéo. On peut avoir besoin d'autre chose, d'infrarouge, etc., etc. Et surtout, la capacité à analyser les données issues de ces capteurs. C'est ça que ces entreprises vendent pour le moment. Donc oui, il y a un marché qui va se développer, sous réserve que la réglementation évolue. Et là, c'est autre chose. Un marché qui est également appelé à se développer, qui a été évoqué pendant les débats, c'est le marché des OPV, les Optional Pilot Vehicles. Donc là aussi, il est très prometteur au niveau civil, mais on a un problème au niveau de la réglementation, puisque l'OIAC dit, moi, hors de question de laisser voler ces choses-là quand il n'y a pas un homme à bord, un homme dans la bord. Mais par exemple, pour tout ce qui est approvisionnement des plateformes pétrolières en mer du Nord ou dans le transport de cargaison dans des zones désertiques ou autres, c'est un marché qui est très nettement envisagé, sur lequel travaillent tous les grands groupes aéronautiques actuels. Alors pour le transport, ce qui risque d'arriver effectivement, c'est qu'on va, avant l'ouverture du ciel, hein, l'ouverture à la circulation aérienne générale des drones, notamment d'une certaine taille, ce qu'on va avoir, c'est, à mon avis, on va avoir des zones ségrégées, dans lesquelles les drones auront le droit de circuler parce qu'il n'y aura pas de circulation aérienne autre. On risque d'avoir, je dis bien comme solution transitoire, ce type de formule. Après, ça durera ce que ça durera. Il faut savoir quand même que la Commission européenne a lancé des réflexions sur l'intégration des drones dans la circulation aérienne générale. Il y a une feuille de route qui a été lancée et normalement, l'objectif, c'est 2016. Est-ce qu'on arrivera Mais donc, il y a tout de même, en dehors même des marchés potentiels, et c'est lié, hein, il y a une volonté politico-administrative qui est là d'ailleurs assez, en Europe, très clairement portée par le niveau européen, d'avancer dans ce domaine. Moi, je reste quand même extrêmement dubitatif quant aux expérimentations de livraison de pizza. C'était Google, je crois, qui avait livré avant qu'on en arrive là. Et puis on va voir au premier drone qui va tomber sur la tête de quelqu'un ce que ça fera. Mon général, vous aviez une remarque? Maintenant, je me pose la question à l'issue de la notion d'intelligence artificielle, et surtout adaptée aux drones. Parce que qu'est-ce que ça veut dire exactement? Automatiser certaines tâches, c'est peut-être mieux. D'ailleurs, les premiers drones de CEL 289, on le balançait et personne ne s'occupait de lui. Et je crois qu'au contraire, maintenant, de plus en plus, il y a un homme qui se met dans la bouche. Ça, c'est un premier temps. Et deuxièmement, l'autonomie de décision, c'est peut-être aussi un plus. Dans leur système de défense antimissile balistique, les Américains, lors de leur premier test, pour ce que j'en ai lu, c'est
c'était l'effecteur qui devait abattre le missile, qui lui-même a checké pour savoir si c'était bien le missile qu'il devait abattre, si, etc. Donc, est-ce que c'est ça l'intelligence artificielle? Si oui, ça m'a l'air bien. Sinon, si vous me dites qu'on est capable de mettre de l'intelligence artificielle au drone, je serais encore plus inquiet, parce que ça veut dire qu'on peut le mettre rue Saint-Dominique ou à l'Élysée. Et donc, bon, voilà. Le caporal stratégique. L'intelligence artificielle du drone. Alors, compliqué parce qu'il n'y a pas, en réalité, ce qu'on appelle autonomie, personne n'est d'accord sur la définition. C'est-à-dire les ingénieurs vont avoir une définition, les juristes vont en avoir une autre, les éthiciens vont en avoir une. Personne n'est d'accord. Donc déjà, ça fausse tout le débat. À mon sens, il y a un problème parce qu'on assimile trop facilement autonomisation et automatisation. Or, l'automatisation, je suis désolé, il y a un encodage préalable d'un opérateur humain. Donc, ce n'est pas la même chose. Les ingénieurs ont tendance à considérer que l'autonomisation, c'est lorsque le vecteur sait se situer dans son environnement et par rapport aux autres vecteurs. Il a conscience de lui-même. Il a conscience de deux manières, physique, c'est-à-dire où je suis, enfin géographique on va dire, où je suis par rapport aux autres, et en termes communicationnels, avec qui je dois communiquer. On est quand même encore loin de l'autonomie telle qu'on la conçoit pour l'individu, c'est-à-dire les vrais choix, les choix en application de valeur, toute cette strate-là, elle n'apparaît pas encore. Alors, c'est les discussions, Emmanuel y a fait référence, entre Harkin sur est-ce qu'on pourra avoir est-ce qu'on peut implémenter dans la machine des concepts qui sont des concepts philosophiques, qui sont des concepts humains. Certains disent oui, certains disent non. Mais voilà, ça c'est l'autonomie ultime, entre guillemets. Donc il y a quand même des dégradés dans tout ça, et à nouveau, je le répète, les gens ne parlent pas de la même chose. Eh bien, oui, donc je voulais juste dire qu'on voit bien qu'on est limité par un certain nombre de mots, et je ne pense pas que le drone autonome ait conscience de savoir où il est. Il a juste à intégrer une coordonnée et éventuellement un parcours qui va lui permettre d'éviter les choses. Donc on n'en est pas encore, mais il y a un rapport de l'Académie des sciences qui est sorti, je crois, l'an dernier sur intelligence artificielle et conscience, qui est assez intéressant dans ce domaine. Merci, docteur. Jean-Christophe. Écoutez, je vous remercie infiniment pour avoir participé à cette journée.